Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut. En version COVID ce soir, puisque nous sommes maintenant le Saguenay-Lac-Saint-Jean en zone rouge, donc on a remis nos restrictions. On est par Zoom ce soir, donc vous nous excuserez s'il y a quelques délais ou quelques petits glitches, mais jusqu'à maintenant, ça semble quand même stable et je tiens à remercier notre grand technicien que je vais peut-être engager à job, Alan Lévesque. Merci beaucoup, Alan. Ouais, ça fait plaisir d'être aussi efficace. Je vais te dire que tu t'es reviré sur un 10, on va dire ça comme ça. Ouais, je t'avais demandé de faire des tests que tu n'as jamais fait. Ouais, mais gars, ça s'est quand même bien déroulé, non? Oh oui, ça va bien. C'est juste qu'il y a quelqu'un à Montréal qui rit de toi en ce moment un peu. Là. Oh, mais c'est pas grave, on va y parler tantôt. Là. Pour l'instant, Ok. qui rit tout seul dans son coin, il n'y a aucun problème avec ça. Jean-Nic, en direct de son cellulaire et de son double menton, ça va bien? Ça va très bien. J'espère que ça va bien aussi, vous autres, les boys. Exact. On vous l'avait promis. On va s'entretenir aujourd'hui avec le Dieu des injustes, celui qu'on est obligé d'adorer si vous voulez absolument faire partie des injustes. Jean-Nic, tu as été obligé d'ailleurs d'être baptisé. Tu m'as déjà présenté, Martin. Tu n'es pas obligé de le faire une deuxième fois. C'est correct, mais je vais... Mal avenant. Comment scraper une intro, Jean-Nic? Félicitations. On va parler à notre bon chum, Jake Dion. Jake, salut! Hey, je suis content de vous jaser, les gars. C'est super cool. Merci de l'invitation. Ben écoute, tu t'es un peu forcé dans l'émission avec ce superbe succès autour de la bande dessinée de Alice. Bon, ben, on a tous reçu notre copie, bien évidemment. Puis là, je vais m'enquérir auprès de mes deux comparses. Vous l'avez lu, j'espère, les gars? Là? Oui. Jean-Nic? Absolument. Parfait, parce qu'on t'avait obligé à le lire. Et... Le superbe succès, mais qui n'est pas sorti encore. Fait que... Non, mais je regarde les critiques, je regarde ce que les gens en pensent. On a écouté la plupart des entrevues que toi et Patrick avez données, puis honnêtement, la réception, t'attendais-tu à ça? As-tu eu du monde qui ont dit, finalement, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais? Y a-tu du monde qui ont osé être critiques? Mais ça, c'est ça l'affaire. C'est que je pense que, de deux parties. La première, c'est que non, je ne m'attendais pas à cette couverture médiatique-là. Puis vous en faites partie d'ailleurs, les gars. Fait que merci pour ça. Puis pour vrai, moi, c'est la première fois que je vis ça de ma vie. Fait que c'est assez incroyable. Mais l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, quand tu travailles sur de quoi, puis tu le montres, tu sais, comme en work in progress, les gens peuvent critiquer. Une fois qu'il est sorti, tu sais, si quelqu'un fait comme... Ah ouais, là, je vois que mon Internet chie un peu, hein? Non, t'es correct. Non, tout est bon. Okay. Ça va bien, ça va Ça bien. me dit my connection is unstable. Mais bref, tu sais, c'est ça. Si c'est déjà sorti, c'est bien tough à voir comme critique, genre ah, moi j'aurais vu ça de même ou de même. Tu sais, c'est comme le livre, il est dans tes mains. Là. Mais c'est vraiment dans quelques semaines qu'on va le voir là, de ce que les gens en pensent pour vrai. Parce que présentement, tu sais, oui, il y a les médias, mais il y a surtout le monde qui l'ont précommandé avec le sociofinancement du LUL. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est comme un cadeau de Noël pour eux autres. Tu sais, ça fait 2 ans qu'ils... Ben, je pense que vous autres aussi, vous faites oui. partie de ça. Là, Oui. Fait que c'est ça, tu sais, c'est bien dur d'après ça voir la copie, faire comme c'est de la merde. Fait que, mais bref... pour en revenir à la question, c'est oui, je capote là, en ce moment. Là, c'est comme c'est un rêve. Là, c'est incroyable. De toute façon, il reste quoi? Même pas 4 jours? C'est mercredi que ça sort en librairie? Exactement, là. La même semaine qu'Aventure aux heures 3, mais tu sais, c'est pas pour le même range d'âge. Ouais, mais en même temps, ça se peut que la même famille achète les deux. Juste pour pas les mêmes raisons. Faut juste pas se tromper de sac. Puis Aventurosaure, c'est aussi excellent. Là. Moi, j'ai les 2 premiers albums, puis je capote là-dessus. Fait que. Hey, question technique, là, on sait que ça sort mercredi, mais as-tu un peu la crainte de ne pas avoir assez de copies sur les tablettes? Ça se pourrait-tu que, genre, rendu jeudi, vendredi, on t'a reçu un téléphone et on dit hey boy, finalement, on a eu plus de demandes que ce qu'on a imprimé? Ben, ça, ce qui est magnifique, c'est que c'est tellement pas ma job. C'est pas moi qui va recevoir. Ouais, puis c'est pas moi qui va recevoir le coup de téléphone. Tu dessines pas au fur et à mesure? C'est ça. Chaque copie que je fais. Non, mais ils ont fait un gros tirage pour ça parce que, dans le fond, comment que ça marche, la distribution, c'est que à chaque fois, tu sais, tu peux pas juste envoyer un livre dans les librairies. Il faut que les distributeurs le voient avant. Il faut que les distributeurs connaissent leurs libraires. Puis après ça, les libraires, ils vont en commander. Mettons, ils savent que les autres... des BD québécoises, ils n'en vendent pas beaucoup, fait qu'ils vont en commander moins, puis tout.
Puis pour Alice, les libraires en ont plus commandé qu'on pensait. Fait que ça, c'est un bon signe. En partant, là, ça veut dire qu'ils pensent en vendre. Fait que... Mais tu sais, c'est pas moi qui m'occupe de ce volet-là du tout. Là. Je vous dis ça comme si je parlais de la job de quelqu'un d'autre. C'est pas grave, là, écoute. Mais c'est parce que j'avais la curiosité, parce que, tu sais, on s'est parlé ensemble il y a une semaine. J'ai passé l'entrevue à Kik sur les ondes de la station ici à Saguenay, puis tu avais vu l'avalanche de monde qui avait peur de ne pas avoir de copie, qui se sont dit où est-ce que où est-ce que je la réserve, où est-ce que je la commande, c'est quoi le jour exact, puis où est-ce qu'il faut. Fait que là, je me suis dit, tabarouette, ils en ont-tu imprimé assez, puis tant mieux, là, c'est un beau problème rendu là, mais... Ouais, puis le pire, c'est qu'on a eu une discussion là-dessus parce qu'il y a quand même un gros tirage pour la première batch. On a eu une discussion parce que c'est un livre qui est coûteux à faire, parce que c'est une couverture rigide, c'est quasiment 300 pages. Fait que tu ne veux pas faire réimprimer ça 1000 copies, mettons. Pour un éditeur, c'est pas un bon deal. Mais on s'est dit, si jamais, comme on passe à travers, puis qu'il n'y a pas tant une grosse demande, mais on voit que il y a peut-être du monde qui l'achèterait plus, ça serait probablement plus une édition couverture souple. OK. Avec pas le centerfold. Fait que ça serait 4 pages. Fait que moi, honnêtement, je trouve ça cool parce que ça rend la première édition vraiment magique. Il n'y a rien de plus cool que de faire que OK, c'est moi qui ai la vraie édition, mais ça, on verra. Là, ça se peut qu'il y ait full de reprécommande puis que tout le monde capote, puis tant mieux. Là. Mais on verra. Moi, comme je vous dis, j'ai de l'air de vivre ça puis d'avoir des réponses, mais c'est la première fois que je vis ça, moi, là. Fait que c'est tout nouveau pour moi, là. Et c'est surtout surprenant de voir le hype qui vient alentour de ce BD-là qui est basé sur un roman qui a quand même 20 ans. Ouais. Mais ça, je pense que c'est à cause de Sénécal, tu sais. Je veux dire, je pense pas que moi, j'aurais pu sortir une BD ou un concept tout seul puis qu'il y ait autant de hype. C'est un gars qui publie depuis longtemps, mais qui a une espèce de relation et tout avec ses fans. Ses fans, ils font confiance. Il a buildé une communauté autour de ça. Puis le 20 ans, c'est que ça veut dire qu'il y a plus qu'une génération qui l'ont lu. Aussi, oui. Fait qu'il y a du monde qu'en 2000, quand il est sorti, il était ado, mais qu'il y a une autre génération d'ados qui ont lu ça après. Puis il y a des adultes qui l'ont lu à travers ces 20 ans-là. Fait que ça fait beaucoup de monde. Puis pour vrai, on a fait un événement à Librairie Z dans Hochelaga, à Montréal, puis les gens qui venaient, il n'y avait pas un groupe type, c'était pas genre, surtout des gars de tel âge, c'était autant des gars que des filles, que des jeunes, que des plus vieux, Hey, je veux entendre juste Jean-Nic 2 secondes, parce que de nous trois, c'est le seul qui n'avait pas lu le roman, je me trompe pas, Jean-Nic? Absolument. Et je ne l'ai toujours pas lu en date d'aujourd'hui, le roman. Et je veux t'entendre d'abord juste ton appréciation, vu que tu n'avais pas le matériel original. Puis après ça, ma question à Jake, ce sera, sens-tu une responsabilité, justement, de faire vivre l'œuvre de Sénécal à des gens qui ne l'ont pas lu? T'sais, comment ça a été l'adaptation pour être sûr que quelqu'un comme Jean-Nic ait l'essentiel du roman? Mais d'abord, Jean-Nic, de ne pas avoir lu le roman, est-ce que... Parce que, tu sais, moi, ça revenait au fur et à mesure que je lisais la bande dessinée, puis je comblais comme dans Jurassic Park, là, les séquences génétiques avec ce que j'avais déjà en tête. Mais toi, tu n'avais rien de ça. Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as filé à BD? Avais-tu l'impression que tu avais tous les éléments qu'il fallait pour bien comprendre l'histoire? Ben, je vais y aller de manière très froide. Là. Quand j'ai terminé, j'avais pas le feeling que je manquais quelque chose de ne pas avoir lu le roman. Je vais laisser les fans en parler par la suite, puis les gens faire les différences. Mais moi, l'œuvre que j'ai terminée, j'ai l'impression qu'elle était complète en elle-même, puis qu'elle se suffisait, puis qu'elle était géniale par elle-même. Puis, j'avais lu 3-4 Sénécal avant, mais j'avais jamais lu Alice. Puis, ça m'a pas fait devenir un fan de sa plume, mais ça me fait devenir un fan de Jake, par contre. Puis, je veux pas faire mon fanboy parce qu'il est là en même temps, mais sérieusement, j'ai capoté sur... Je te connaissais, Jake, avant ça, comme un gars des Mystérieux Étonnants, puis le gars qui faisait les tatous de Martin. Je sais que tu as fait la BD de Turbo Kid, mais après avoir fini Alice, là, j'ai comme fait, OK, il faut que j'aille lire, puis en fait, il faut que j'aille regarder le travail de ce gars-là. Attends un peu. Faut que je fasse rougir Jean-Nic, parce que quand il dit qu'il te connaissait comme le gars des tatous de Martin, quand il a vu ma Wonder Woman, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, wow, Alice en cosplay de Wonder Woman. » C'est ça qu'il m'a dit. Puis là, aujourd'hui, il te liche le derrière avec ton art, là. C'est ça qu'il m'a dit.
Ben écoute, Hein? Mais pour vrai, merci Jean-Nic. J'espère un jour jamais m'habituer à entendre des affaires de même, mais présentement, ça me rentre direct dans le cœur. Fait que merci pour Ben, ça. ça revient à ma question. j'ai dit ça de Sean Murphy aussi l'année Oui, passée. Fait. ouais, c'est ça. Mais ça revient à ma question. Tu sais, Jake, lui, il avait pas lu le roman. Fait qu'au fur et à mesure que tu travaillais sur Alice, tu avais cette responsabilité-là de présenter ce roman-là à des gens qui l'ont pas lu. Parce que c'est bien le fun, les adaptations. Dans le comic, ça arrive souvent des films qui ont une adaptation BD, puis on les pardonne parce qu'on finit par voir le film. Mais toi, tu avais quand même la responsabilité d'introduire cette œuvre-là à un public qui l'avait peut-être jamais lu. Là. Ben, oui, mais en même temps, ce qui était cool, c'est que j'avais Patrick. Patrick, dès le départ, il a voulu scénariser ce BD-là. Puis c'est lui qui l'a scénarisé. Moi, j'ai travaillé fort sur le scénario, mais c'est ses mots. C'est lui qui a décidé comment que ça allait sortir. Fait que j'avais comme l'auteur. C'est pas comme adapter un Stephen King, puis là, t'as hâte de voir ce que Stephen King en pense. C'est que moi, j'avais Sénécal avec moi tout le long. Là, fait que ça a enlevé une grosse pression. Il y avait un petit stress au début, plus par rapport au design des personnages. Mm-hmm. Puis Sénécal, il était comme non, moi, je te back. Fait que même si le monde n'aime pas ça, moi, je le vois de même. Fait que ça réconforte, ça réassure. Mais c'est sûr qu'au début, les premières affaires, Sénécal, il y a tellement un public vaste parce qu'il y a énormément de popularité. C'est pas un public niche. Là, c'est autant des matantes que des ados. Là. Puis le monde arrivait avec des genres de commentaires quand on a annoncé la BD. Genre 50% des commentaires, c'était « Moi, je veux une série Netflix. » Puis là, tu fais comme « Tabarnak, OK? » C'est violent à Chris. Quel beau moment de choisir d'écrire ça pendant l'annonce de la BD. Fait que là, au début, j'étais comme « Ah, ils vont me ramasser. » Puis ils vont dire « Moi, je voyais pas Alice comme ça. Moi, je... » Puis finalement, pas partout, c'est pas ça qui s'est passé. Puis... comme le monde a l'air de triper. Évidemment, comme peu importe ce que tu fais dans la vie, tu peux pas plaire à tout le monde, mais il y a tout le temps du monde qui vont haïr ça, il y a tout le temps du monde qui vont adorer ça, peu importe ce que tu fais. Mais en même temps, c'est ça. C'est d'avoir Patrick qui me backait, puis notre relation à travers les années, quand elle s'est formée, j'ai fait comme, OK, j'ai ce gars-là de mon bord, puis ce gars-là, il va me défendre, puis il va faire comme, non, c'est ça que Jake voulait faire, c'est ça qui est cool, t'sais. Alan, peut-être, toi, j'aimerais ça t'entendre un peu sur la lecture, comment tu as vécu ça. Là, on a entendu Jean-Nic parce que c'était particulier, il n'avait pas lu le roman. Toi, tu as lu le roman? Oui, j'avais lu le roman, puis je l'avais lu même, c'est quoi, un an et demi qu'il avait réédité, le roman? En gros format, là, ouais. En gros format, je l'avais relu là. Ça fait que, quand je l'ai lu, effectivement, j'ai pas eu l'impression qu'il manquait des bouts. Peut-être que ça a été raccourci à quelques endroits, quelques expériences que vivait Alice, mais on n'en avait pas réellement besoin. Poursuivre son histoire. Puis j'ai vraiment aimé de la façon que Jake a réussi à nous faire comprendre que c'est un conte. Les interludes qu'il y a en chaque chapitre avec les petites images à la Betty Boop nous rappellent que c'est un conte à chaque fois. Et aussi, ça nous fait décrocher du côté souvent trop trash de la BD. Mm-hmm. Ouais. Puis sérieusement, côté art, j'ai beaucoup aimé l'idée de faire ça. Ça me rappelle un petit peu les dessins de Ben Temple-Smith que c'est à marcher comme ça. Et j'aime beaucoup ça. Le fond, c'est la couleur. Mm-hmm. Tu meurs une page de couleurs, puis après, tu dessines par-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je trouve ça que c'est super beau. Je trouve que ça représentait bien la BD. Aussi, l'utilisation du rouge, c'était parfait. Il y a juste une seule autre couleur qui existe dans cette BD-là, puis c'est le mauve. Puis on va laisser deviner si c'est pour les cheveux de qui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'à un moment donné, je me suis même posé la question, tu sais, je vais être content de le prêter à des gens qui pensent encore que la BD, c'est juste Lucky Luke, Tintin puis Astérix, parce que je pense que tu t'es amusé. Hein? Les cases sont peu ou pas respectées. Il y a des centerfolds, il y a des splashes, des personnages qui sont par-dessus les autres cases. Ça, tu sais, avais-tu peur de perdre du monde avec ça? Tu sais, des gens qui sont pas habitués de lire des graphic novels ou qui pensaient justement prendre une BD peut-être plus traditionnelle dans leurs mains? Non, c'est au contraire, j'étais comme si c'est ça que les gens s'attendent, ça va pas être le public pour. Là. Juste à cause du thème du roman, c'est tellement fucké, c'est tellement trash. Si ça avait été une histoire, mettons, je sais pas, si j'avais adapté une histoire genre
de détective privé. Tu sais, là, j'aurais peut-être fait comme, OK, ça prend plus une structure, mais là, ça fit avec le style, ça fit avec l'ambiance, ça fit avec ce qu'elle vit. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis en même temps, je lisais un paquet d'affaires d'artistes incroyables. Puis, tu sais, je lisais du Swamp Thing, puis du Bill Sienkiewicz sur New Mutants. Puis, tu sais, c'est du monde qui éclatait constamment, genre le cadre traditionnel de la BD. Puis, j'étais comme, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Après ça, ce qui est tough, c'est que vu que tu n'as pas de cadre, où c'est dur, c'est pas de l'illustrer, mais c'est de le rendre lisible. Parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de Z invisible là, qui guide l'œil tout le temps. Puis des fois, quand il n'y a pas de case, tu peux aller directement. Puis ça, c'est ça qui est incroyable de la BD, c'est que c'est le lecteur qui contrôle le rythme. C'est un art un peu, ça aussi, hein, parce que je remarque des fois que je vais lire des trucs avec des gens qui essaient justement de former un Z ou un sens, puis je me rends compte que je lis mauvaise bulle, puis là, je me dis, il y a des romans graphiques où je me dis, OK, ça a vraiment pas été bien maîtrisé parce que j'ai passé mon temps à reculer ou à avoir des punchs avant le temps, mais je dois te rendre le crédit dans la liste, ça m'est pas arrivé, là. Puis, tu sais, si on veut, ben merci, mais tu sais, si on veut, j'ai pas de titre en tête, mais tu sais, il y a des BD qui avaient même des flèches là, pour dire c'est celle-là la prochaine case. Ça, si tu te rends là, ça veut dire que. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, en fait, pas quelqu'un qui me l'a dit personnellement, mais c'est Frank Miller, que je crois que vous appréciez beaucoup le travail dernièrement. Ça, d'ailleurs, je veux en parler. Je veux en parler avec vous autres tantôt parce que vous avez dit des choses inacceptables sur Frank Miller. On va régler nos comptes avec Frank Miller tout à l'heure. Mais il avait dit en entrevue quelque part dans les années 90 que comme, quand tu es capable de maîtriser le rythme d'une BD, c'est là vraiment que tu commences à contrôler ton histoire. Il y a une séquence magnifique dans Sin City où c'est juste un splash page, Marv, qui marche dans la pluie. S'il n'y a pas de texte, tu vires la page, tu fais comme « Wow, belle illustration », puis tu vires l'autre page. Ça vient de durer 2 secondes. Mais Frank Miller, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait tout le dialogue interne sur le côté de la page. Ouais. Puis c'est voulu pour ne pas l'avoir mis dans des flacteurs, pour ne pas l'avoir mis dans des petites cases, c'est que tu lis ça, puis ça crée un rythme, ça crée... Parce que pendant tout le temps que tu lis son dialogue, tu le vois en splash page en train de marcher sous la pluie. Puis là, tout d'un coup, quand tu vires la page, ben, tu as l'impression d'avoir passé 10 minutes avec plutôt que 3 secondes. Puis, c'est pas cette technique-là que j'ai employée dans la liste, mais c'était un peu à ça que je pensais. Genre, comme comment je suis capable de ralentir. Il y a juste une séquence où... là, je m'excuse, ça va être vulgaire, là, parce que la BD est vulgaire, mais Alice se fait venir d'en face. Oui, j'ai été surpris d'ailleurs par cette séquence. Ouf. Puis, dans le script, il est marqué « J'ai-tu aimé ça? Je ne sais pas, je suis trop surprise. » Moi, j'ai décidé de découper les mots pour faire comme « J'ai-tu? 3 petits points. Aimé ça? Intégration. Je sais pas. 3 petits points. Trop surprise. » Puis ça, c'est juste comme ton œil qui s'arrête, qui s'arrête. Puis là, tu as l'impression que ça, tout d'un coup, c'est un ralenti. C'est plus juste comme « Clac, ça vient d'arriver. » Puis elle pense ça. C'est... Fait en tout cas, non, mais c'est parce que c'est incroyable parce que tu me fais réaliser qu'effectivement, c'est important le rythme, puis c'est vrai que c'est le lecteur qui le... Alors, je savais même pas que vous aviez des trucs pour nous faire ralentir. Je le réalise au même moment où tu me l'expliques, puis je me dis, ben oui, c'est vrai. Il y a des endroits où ça doit être pensé, où est-ce que tu places tes bulles, où est-ce que tu places ton texte, puis où est-ce que tu t'assures que la personne passe le temps puis qu'elle intègre l'information aussi. C'est pas vrai que tu lis, puis après ça, tu passes 2 minutes sur l'image, puis tu tournes la page. Il y a des gens qui... Ça y va de même. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un des rares médiums qui nous reste aujourd'hui qui est très intime. C'est le lecteur, finalement, qui décide. Comme un livre, là, tu peux le lire genre comme si c'était une narration, puis chaque personnage, tu vas comme, le lire en temps réel, mais tu peux aussi avoir une lecture rapide, faire « il se passe ça ». Mais il n'y a rien de plus triste pour moi qu'une BD muette de 300 pages que tu lis en 10 minutes. Ça veut dire que l'artiste est tellement donné, il a tellement mis de temps, des fois des années là-dedans, puis le lecteur va le prendre, puis clac, 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 clac. Puis ça, c'est pas de la faute au lecteur, c'est de la faute au storyteller. C'est que, il
il a tout donné gratuit. Là, fait que l'autre le fait juste comme promener son œil. Puis moi, je suis un lecteur comme ça. Moi, je suis un lecteur, souvent, je me sens mal si, mettons, je lis Akira ou quelque chose du genre, puis qu'il y a une illustration ultra détaillée, que je le vois que c'est un gars ou une équipe qui a passé comme une semaine juste sur une case. Puis là, moi, je tourne des pages parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Puis à chaque fois, je suis comme, je me sens mal d'avoir tourné cette page-là aussi vite. Parce que Chris, il y a du travail là-dedans. Là. Il y a un gars qui a dessiné des buildings en arrière avec du monde qui sont en train de faire des choses. Puis j'ai même pas regardé parce que je voulais voir les motos qui passent en avant. C'est ça. Par contre, ça peut être le fun de rechecker parfois ces BD-là, puis de remarquer les détails. Puis, parlant d'Akira, c'est tellement drôle parce qu'il y a une séquence où le personnage principal, Canada, il est à côté sur une grille. Puis, tu es dans l'action, tu le vois, il s'accote sur une grille, il se passe de quoi d'autre, tu tournes la page. Puis là, finalement, j'avais re-regardé plus tard, puis j'étais comme, une grille, quand tu es un dessinateur, là, tu fais ça, d'un coup. Là. C'est des traits, genre, en diagonale, un sur l'autre. Puis là, je regarde comme il faut, puis non, il avait fait tous les petits crochets de grille à chaque fucking carreau. Puis là, je fais comme, ça donne le vertige. Là, quand tu le vois après, tu fais comme, tabarnak, OK, il y a quelque chose de quasiment maniaque dans le trait, puis dans... En tout cas. Qu'est-ce que tu voulais dire de quoi, Alan? Ouais, j'en ai. Ou Alan ou Jean-Nic, je pense Jean-Nic. J'allais dire que j'ai vécu à peu près le même problème avec Three Joker après-midi, parce que l'histoire ne m'intéressait pas. J'ai passé un petit peu vite, puis là, je suis en train de dire Jason Fabok a fait une job incroyable, ça m'a aidé, puis j'ai retourné des pages en arrière parce que je sentais que j'insultais quelqu'un quelque part. Là. Le dessin est super beau, l'histoire ne m'intéresse pas, puis c'est pas de sa faute. Non, ça m'est arrivé avec Little Birds, que je vous parlerai éventuellement, qui a été nommé au Festival d'Angoulême. Je suis allé me chercher la bande dessinée parce que ça m'intéressait. Fuck, le dessin est super, l'histoire m'a endormi, je suis même pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Puis à un moment donné, je me suis même rendu compte que je lisais plus. Là. Je tournais les pages, puis je regardais les images. Mais peut-être juste une petite question, tu parlais du détail et du travail qui est mis dans chacune des pages. Tu avais quand même un deadline. Comment ça fonctionne? T'sais, quand tu dessines pour Alice, est-ce que ça se peut que tu travailles sur la fin, tu travailles dans le milieu, ou tu y vas de façon vraiment là, chronologique, puis là, vers la fin, tu rushes ton dessin? Ou comment ça marche? Comment tu te planifies ça? Ben, c'est ça. C'est que pour Alice, ce qui était tough, c'est qu'en partant avec le sociofinancement, on avait un deadline. OK. Fait que là, je savais que dans 2 ans, il fallait que je fasse tel nombre de pages. Puis au début, c'était 200 pages. En fait, pendant un bout, c'était 150. Là, à un moment donné, j'ai poussé à 200. Puis j'étais comme, OK. Là, moi, comment je travaille dans ce temps-là, c'est que je fais tout mon découpage. Ça, c'est comme quasiment en bonhomme allumette. Là. OK. C'est des mini-cases de BD, des mini-pages de BD, juste pour me dire comme, OK, cette séquence-là, elle prend tant de pages. Là, on va mettre tant de temps là-dessus. Là, je commence ça, puis j'avais lu le script de Patrick, mais je l'avais lu un peu en diagonale parce que je savais que j'allais le relire et le relire et le relire. Fait que j'avais juste comme checké, j'étais comme, OK, c'est correct. Et là, je me suis rendu à la page 50 de découpage, donc de petites pages de BD. Puis je pense que j'étais rendu à la page 12 de son script. Sur 124. Puis là, j'ai fait, OK, ouais, fuck, on a un problème, là. Puis là, j'ai relu le script au complet, puis j'ai fait, OK, non, là, on a une BD de 1000 pages, là, tu sais. Fait que là, j'ai écrit à Patrick, j'ai fait, faut couper. Fait que là, il a fait, OK, il n'y a pas de problème, Jake, on coupe. Fait que là, il me renvoie une version, sauf que, tu sais, pour Patrick, lui, il n'a jamais écrit de la BD. Fait qu'il est plus habitué, évidemment, le roman, mais surtout le cinéma, tu sais. Fait que, il m'a renvoyé une version, sauf que c'est il écourtait certaines phrases, il enlevait des mots ici et là. Fait que ça change rien pour le dessin. Exactement, le phylactère, il reste là pareil. Fait que là, j'étais comme, OK, faut recouper. Puis là, il a recoupé encore un peu de la même manière. Puis là, j'ai dit, tu me fais-tu confiance? je vais chopper ça, là. Je vais chopper ça de beaucoup. Puis il a fait, ouais, ben, tu sais, parle-moi-en un peu en même temps. Fait que là, je disais, tu sais, que, ben, moi, je pense que premièrement, il faut enlever des personnages complets. Sinon, on s'en sort pas. Puis là, il m'a checké, il était comme, OK. Je dis, moi, j'enlèverais Andromaque. Puis là, il a fait, non, tu peux pas faire ça, Jake. Andromaque, c'est un personnage important dans BD, puis elle est cool, puis là, j'étais comme, OK, regarde, on va la garder, mais elle va juste être dans le background. Puis elle parlera pas. Puis là, il a fait, elle parlera pas. Ça, c'est comme la seule fois qu'on s'est pogné, ben, je dis pogné entre gros guillemets radiophoniques, là.
parce que c'était pas une engueulade ou rien. Mais il était comme, OK, je te fais confiance. Puis là, après ça, j'ai travaillé là-dessus 4 mois de temps, juste sur... Parce que ça a l'air plus complexe. Tu sais, au début, tu le lis, tu fais comme, OK, on enlève ce bout-là, ce bout-là. Puis là, tu es rendu plus loin, puis là, tu fais, Asti, ils font référence à de quoi que j'ai enlevé, là. Là, j'enlève tout ça ou je rajoute le bout, puis j'enlève un autre. Puis pour vrai, ça a été 4 mois de... Tu sais, penser à l'image, le mème là, du gars qui a des post-it avec de la laine là, entre les épingles. Des là. liens partout. Hein? Puis il est comme, ben là, comme ça, si Chess, il parle là, il n'est pas obligé de parler avant. Puis là, j'avais l'air d'un esti de débile. Puis finalement, là, c'était le gros moment. Puis tu sais, t'es pas en train d'éditer un de tes chums, t'es en train d'éditer Patrick Sénécal. Tu sais, tu veux pas dire, ouais, ce bout-là, c'était de la merde. Fait que là, il a fallu que je présente mon nouveau script, mon nouveau dialogue. Puis il l'a lu au complet. Puis là, il m'a regardé après 4 mois de travail. Puis là, il a fait, ouais, mais là, Jake, tu m'avais dit que tu avais full coupé d'affaires. Tu n'as rien coupé dans le fond. Puis ça, là, c'était comme la plus belle journée depuis un bout de camp qui m'a dit ça. J'ai fait, ah, yes! Puis tu sais, c'est comme un peu l'expression de quand ton montage est bon, c'est que tu ne le remarques pas, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'était des dialogues là, une scène là, puis tu sais, c'était juste du peaufinage de même, que finalement, il n'a rien vu aller, fait que là, je savais que j'avais fait une bonne job. Hey, c'est pas pire, là. Il a fallu que tu passes de quoi à l'auteur de son propre roman, là. Quand c'est rendu que l'auteur lui-même remarque pas ce que tu as coupé, c'est quand même un bon signe, là. Mais ouais, là, c'est ça. Là, quand même, là, tu es en train de parler de découpage, j'ai fait des petits bonhommes allumettes, on est rendu à 4 à 6 mois, là. Ça veut dire qu'il te reste 1 an et demi pour dessiner 274 pages. Exactement. Fait que là, ça, c'était le deuxième problème que j'ai eu en pré-prod. T'sais. Là, j'étais comme, OK, je m'étais donné 2 ans pour faire 200 pages, puis là, finalement, j'ai 1 an et demi pour faire 250. Comment est-ce que je suis capable de faire des pages 2 fois plus vite, mais qui sont aussi belles, sans perte de qualité? Puis c'est là que l'aquarelle est arrivée. C'est que, dans le fond, toutes mes autres BD d'avant, je les faisais directement à l'ordi. Puis on pense que ça va plus vite à l'ordi, mais c'est faux, parce que finalement, tu te ramasses à zoomer, tu te ramasses à refaire un trait 4 fois, tu te ramasses à vouloir que l'œil soit parfait, puis finalement, quand tu dézoomes, ben, on le verra même pas à l'impression. En fait, les possibilités de te reprendre sont tellement infinies qu'à un moment donné, ça sera jamais fini. Exact. Puis tu sais, c'est comparable, mettons, à la musique, tu sais, enregistrer un show live versus l'enregistrer en studio, que tu peux fine-tuner le son du snare, puis là, genre changer le son de pédale, puis tu sais, finalement, tu peux passer 2 ans à juste comme avoir le son que tu veux, mais pour Alice, j'étais comme, OK, il faut que je le fasse live, tu sais. Fait que faut que je m'enregistre live, sinon on s'en sortira pas. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé des quand même petites. C'est un petit peu plus gros que du 8,5-11. Puis c'était comme ça va être mon final. Fait aussitôt que je mets un trait là-dessus, puis tu sais, au début, je faisais par exprès pour me mettre en danger, pour salir les pages, pour enlever le stress qu'à chaque fois que tu fais un trait, là, t'es comme oh non, tu sais. C'était comme OK, on y va. Puis là, à un moment donné, j'ai pogné un rythme, puis là, je scannais ça, puis évidemment, je faisais des petites retouches à l'ordi après, mais c'est ça qui faisait que j'ai été capable de le faire en 1 an et demi. T'sais. Fait que ce qu'on voit là, c'est du live. Là. C'était sur le moment. Là. Et je tiens à le dire aux gens qui écoutent Les Injustes, les pages originales sont à vendre. Fait que contactez-moi si ça vous tente d'acheter une page. Mais, alors, je voudrais juste dire à tous les gens qui nous écoutent, sont pas encore à vendre. Attendez que j'aille parler à Jake. Après ça, elles seront en vente. Ben, le pire, c'est que j'en ai déjà vendu beaucoup. Là. J'en ai déjà vendu une 40aine. Fait que là, il y a quelqu'un cette semaine qui a fait « Celle-là, es-tu dispo? » Puis j'étais comme « Non. » Il était comme « Celle-là. Non. Celle-là. Oui, celle-là, elle est bonne, celle-là. » Alice qui glisse dans la chute de sperme, elle doit déjà vendu, celle-là. Non, elle n'est pas vendue, celle-là. Alan, ton fantasme est à toi. Non. Moi, je trouve que c'est une séquence qui est inspirée de mes films favoris parodie, Flash Gordon. Si vous avez jamais vu le film et vous ne comprenez pas la référence de la caverne avec le pénis géant, écoutez Flash Gordon et vous allez voir que c'est la même séquence. Le pire, c'est que c'est tellement drôle parce que la référence, elle vient même pas de là. Oh. La référence, elle vient de Aventurosaure. Quoi? Va falloir que tu nous l'expliques, celle-là, parce que je pense que je ne l'ai pas pogné non plus. Julien est au courant?
pense que je n'ai même pas dit. Oh! C'est que dans le premier album d'Aventurosaure, il y a une glissade, puis il a fait comme un mouvement justement narratif dans la page que c'est Rex qui glisse. Puis j'étais comme, c'est cool ça comme idée, il faudrait que je fasse un hommage à ça un moment donné. Hey, c'est le fun pour les enfants qui vont avoir lu ça et qui, plus tard, quand ils vont tomber sur Alice, vont dire « Wow! Ça m'a servi de lire Aventurosaure! » Ben, j'espère que ça insultera pas Julien, mais tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait que, ouais, Alice, quand elle va se glisser dans la dèche, ça va être pareil. Ça va être comme ça. OK, t'as lu Aventurosaure avec un drôle de minding. Je veux juste dire ça de même. C'est spécial. Moi, je vois tout avec un drôle de minding. Là. Hey, parlant, tu dis qu'il y a des pages qui sont à vendre. J'imagine que celle de la Reine Rouge est déjà vendue. Non. C'est qu'en fait, dans le sociofinancement, on donnait des pages originales. OK. Mais ça, c'était comme fait un peu aléatoire, sauf que je savais que les grosses pages comme importantes, je voulais les garder parce qu'on voulait faire une expo. OK. Là, évidemment, l'expo, on s'entend que, en tout cas, COVID oblige. Va arriver, puis aussi que j'ai réalisé par après que cette BD-là a fait 270 pages, fait qu'à un moment donné, même s'il en manque un paquet, l'expo va avoir lieu pareil, peu importe quand. Fait que non, cette page-là n'est pas vendue non plus. Il y a quelques pages clés comme ça. Puis, pour revenir à la page de la dèche n'est pas vendue parce que, oui, c'est cool, cette page-là, mais en même temps, tu veux-tu mettre ça dans ton salon? Inviter tes beaux-parents, faire comme... C'est un artiste québécois, là, qui est super cool. Je le connais, c'est Jake. Ben, c'est basé sur une Tu veux BD pas pour ça. enfants. C'est correct. C'est dédouané à partir du moment que tu sais que c'est basé sur de quoi pour enfants. Ouais, puis pendant qu'ils sont traumatisés puis qu'ils font juste fixer le mur, tu leur dis que non, mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Il n'y a rien là. C'est de là que ça vient. Là. Je te parlais de la glissade de thé. c'est ça. Je te parlais de la Reine Rouge parce que, selon moi, c'est le personnage que j'avais le plus hâte de voir. C'est probablement le personnage qui... Est-ce que c'est le personnage qui t'a posé le plus de problèmes ou il y en a d'autres? Parce que, tu sais, dans le roman, on avait tous notre image d'Alice. Moi, tu me l'avais dessinée au Comic-Con, puis tu sais, j'ai fait « Ah oui, ça, c'est Alice. » Mais la Reine Rouge, il y a de quoi de particulier dans ce personnage-là. Elle a déjà été interprétée au cinéma, dans une série télé. On a notre image, elle est dans plusieurs romans de Patrick Sénécal. Et là, il faut que tu nous la présentes. Elle n'est pas belle, elle est belle, elle est dégueuse, mais pas dégueuse, elle est sexuelle, mais pas trop. C'est tout un défi, là. Oh, et pour vrai, ça c'était tough. C'est le seul personnage que j'ai gossé autant. Là. J'arrêtais pas de présenter les versions à Patrick. Puis il était comme non, c'est pas ça. Puis il arrêtait pas de me dire d'une manière. Tu sais, Patrick, il est très cool là, dans la vie. Puis il est très sans filtre. Là. Puis il était comme Jake, c'est une fille laide, mais que t'as quand même envie de fourrer parce qu'elle dégage une sexualité intense. Là, j'étais comme OK. Puis là, j'ai présenté d'autres versions. Puis il était comme non. Plus laide, elle est vulgaire, là, elle est dégueu, tu sais, elle va t'insulter là, dans la rue, là, tu sais. Fait que là, je fais que, OK. Puis là, c'est finalement, ça, je pense que, pour vrai, je suis comme assez fier de ce design-là, parce que je pense qu'au bout du compte, c'est ça, là, tu sais. Tu vois qu'elle dégage une sexualité, même si c'est pas... Puis quand on dit belle, c'est... Il me disait, elle n'est pas belle, mais il voulait dire, tu sais, elle n'est pas mannequin Chicks Magazine, là, tu sais. C'est pas Alice, là. Exact, c'est ça. Il y a plein de filles qui ont pas, qui correspondent pas aux standards de beauté des magazines qui sont super belles. Mais elle avait quelque chose d'un peu plus, tu sais, c'est ça, quelque chose de vulgaire, dans juste comment elle se tient, dans ses expressions faciales. Ça serait-tu méchant de te dire, t'es-tu basé sur quelqu'un que tu connaissais? Y a-tu des figures publiques que tu avais en tête? Y a-tu quelque chose qui t'a aidé à la trouver? Oui, ben c'est que en fait, c'est une fille que là, malheureusement, j'ai pas son nom. Hey, ça fait 2 ans, hein, fait que. Mais c'est une fille sur Instagram, c'est une Québécoise qui a commencé à poster des photos pornographiques, mais très artsy, là. Elle, je crois que son nom, c'est Rose ou Valérie Rose, un enfant de même. Là. Hey, excusez, là. Ouais, pas de problème. Je devrais même pas parler de ça. Les gens vont commencer à la chercher puis tomber dessus. Genre, c'est déjà fait. Ce que j'aimais de cette fille-là, c'est que, premièrement, elle n'est pas comme la Reine Rouge. Elle est super belle. C'est vraiment une belle fille. Sauf qu'elle exploitait le côté un peu trash, tu sais.
Fait que, mettons, elle va prendre une photo super érotisante en noir et blanc, mais pendant qu'elle menstrue, tu sais. Fait que tu vas avoir comme la grosse coulisse de sang sur la cuisse. Puis tu sais, comme ça, j'étais comme, ah ouais, c'est ça la reine, c'est ça, tu sais. Elle est hot, mais en même temps, il y a quelque chose de, pas repoussant, mais tu sais, qui te challenge, là, qui fait, t'es même pas game, tu sais. Puis en plus, tu sais, elle a plein de freckles en face, fait que ça venait de là. Puis là, c'est ça. Patrick, tu sais, quand j'ai envoyé des versions comme ça, il était comme encore plus, encore plus. Il était comme, t'es-tu capable de faire les cheveux gris-choux? Parce qu'au début, elle était comme bouclée comme une poupée. Puis je trouvais ça justement freak un peu, là, tu sais, comme elle se déguise comme une genre de poupée, mais ça fait super plastique, tu sais. Puis il était comme, non, les cheveux gris-choux, puis elle se magasine du linge au Dollarama, là. Tu sais, ses bijoux, là, c'est en plastique, là. Puis là, je fais comme, OK, c'est... Fait que ça a donné ça. Fait que c'est un mix de plein d'affaires, là, mais ouais. Ben, c'est réussi. Googlez pas la fille, pour vrai. J'aurais même pas dû parler de ça. Googlez menstru le long de la cuisse, vous allez la trouver tout de suite. Mais non, mais écoute, c'est correct, parce que, veux pas, tu sais, tu dois avoir des référents quelque part, là, ça vient pas de... Tu sais, ça peut pas venir juste demain. J'imagine que tu as toujours des inspirations un peu pour la plupart des personnages, ou à tout de moins, pas des modèles, mais des idées de où est-ce que tu t'en vas. Il y a une journaliste qui m'a demandé dernièrement, elle était comme, pour les séquences de sexualité, est-ce que, tu sais, comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous aviez des références ou c'était-tu des modèles? Ou... J'étais comme, ben oui. J'ai fait venir genre 8 de mes amis chez nous. J'ai dit fourré pendant que je vous dessine. J'étais comme, ben non, je suis allé sur Internet checker de la porn. Qu'est-ce que tu veux, là? Fait que t'as pas fait d'orgie dans la chambre rouge chez vous pour avoir des référents. Et parlant d'orgie. Pas pour ce projet-là. Ah, OK. Ce projet-là. Mais parlant d'orgie, l'idée justement du rideau rouge puis du splash page de 4 pages. Ouais. D'où ce que ça vient, parce que c'est génial, c'est brillant, parce que quand tu arrives dans le milieu de la BD, tu as comme les pages sont plus petites, tu te dis pourquoi, tu as des rideaux rouges, puis là, tu te rends compte que la BD ouvre. Là, tu fais comme, oh shit. Ça, c'est un de mes chums qui a... J'ai volé cette idée-là. C'est un de mes chums qui voulait faire une BD de fantasy. Puis, un moment donné, il était comme, tu sais, un moment donné, il y a comme une vision panoramique de tout l'environnement, puis je veux déplier les pages. Puis j'étais comme, man, c'est tellement une bonne idée, tu sais. J'ai rarement vu ça en BD. Puis après ça, tu sais, je me suis dit, je veux faire cette idée-là un jour, mais il faut que ça fitte. Il ne faut pas que ça soit un gadget, tu sais. Puis là, après ça, j'ai acheté Sandman Ouverture. Oui. Overture. Mm-hmm. Puis il y a ça, je pense, 2 fois dans BD. Puis je trouvais ça cool. Puis tu sais, J.H. Williams III, c'est un génie, c'est un des plus grands dessinateurs de l'industrie, etc. Mais j'étais comme... Je voyais pas le sens, tu sais. J'étais comme, j'ouvrais, puis c'était plus gossant que genre, OK, là, il faut que je m'installe pour ouvrir ma BD. J'étais comme, moi, j'aimerais ça le faire, mais que ça ait un sens dans l'histoire, tu sais. Puis là, tu sais, quand Alice est arrivée, puis j'ai fait, ah man, tu sais, elle ouvre les rideaux, là, ça fit. Puis au départ, c'est un affaire que j'ai changé dans le script, c'est qu'au départ, quand elle arrive dans le roman, quand elle arrive au palais, tout est calme. Là, j'étais comme, ah man, moi, c'est mon punch, là. Tu sais, si on ouvre les rideaux, puis que dans le fond, on voit juste comme un salon, puis il se passe rien, ben, tu sais, on passe à côté du punch, là. Fait que là, je disais à Patrick, quand elle rentre, là, il y a déjà l'orgie, je veux dire. Puis là, Patrick était comme, ouais, mais dans le texte, elle dit, tu sais, que, hey, là, on va, tu sais, la reine, elle arrive, puis elle dit, hey, là, on va baiser bientôt tout le monde, ma gang de cochons, blablabla. Puis, tu sais, elle dit ça, en plus, après, fait que c'est weird s'il baise avant, puis j'ai fait, ouais, non, elle dit plus ça dans le script. Elle disait ça. Elle ne dit plus ça. Mais en même temps, c'est parce que dans le roman, quand cette scène-là en particulier arrive, c'est qu'il nous prépare puis il nous amène. Mais la bande dessinée le fait de façon visuelle. On est déjà préparé. Elle est entrée. On est avec elle. Donc, ouais, c'est ça. C'est un bon exemple, je pense, de l'adaptation entre un roman puis une bande dessinée. Ben, c'est ça. C'est à propos du build-up. Puis, tu sais, quand tu fais un roman, tu sais, le build-up, c'est de la prose. Fait que ça prend un va-et-vient jusqu'à temps qu'on y aille. Mm-hmm. Tandis qu'en BD, ben, c'est ton punch, c'est le visuel. Fait que ça sert à rien de faire comme un on y va-tu? Ah non, on n'y va pas. Ah, on y va-tu? Ah, oh, on y va. Tu sais, c'est comme ça.
t'ouvres ces 2 pages-là, puis tu fasses comme « Holy shit, OK, il y a du monde qui sont en train de fourrer, puis là, justement, on a changé de dialogue pour Alice qui fait comme « OK, calme-toi, il y a encore du monde habillé. » Elle essaie de se rassurer en disant « C'est pas tout le monde qui sont en train de baiser. » Il y a un gars à costard qui prend son scotch en plein milieu. Il a de l'air bien chillé, celui-là. Oui, ben oui. Puis ça, c'est un caméo en passant. Ça, c'est tout à ton honneur qu'une scène comme ça soit hyper percutante. Puis il faut qu'elle le soit. Puis il y a quelque chose qui arrive à la fin de la bande dessinée que je veux pas spoiler, qui est, je vais dire, difficilement adaptable, mettons, puis c'est tout le temps à prendre avec des pincettes. Puis j'ai tellement trouvé ça cool puis adroit de la manière que tu l'as traité, puis de la manière que tu as représenté comment elle a vu ça. Tu parles des dernières pages, là. Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive à Alice à la fin, de la manière que tu le... Pas rien que mis en image, mais comment tu le traites, puis comment elle le perçoit. Là. J'ai vraiment trouvé ça. J'étais là, c'est brillant, c'est adroit, c'est pas choquant pour être choquant. Pourtant, il y en a des affaires choquantes dans cette bande dessinée-là. Puis là, te traiter d'un sujet qui est comme dur à traiter, puis vraiment avec adresse. Là. C'est... Ah, ben merci, parce que pour vrai, moi, j'ai pensé bien fort à ça, là. Fait que je trouve ça super cool que tu dises ça, Jean-Nic, parce que à un moment donné, là, quand je lisais le script, là, à un moment donné, il y avait 3 viols. Là. Puis là, c'était comme le 3e viol, là. À un moment donné, puis il est arrivé aussi, tu sais, quelques années avant le hashtag MeToo, les discussions qu'on a toutes eues ensemble avec nos chums de filles, avec nos chums de gars, de faire comme... Là, il y a plein d'affaires, tu sais, puis tout le regard qu'on avait envers l'ancien cinéma, de faire comme, hey, ça passe plus à cette heure. Puis moi, ce que je voulais pas, c'était justement d'avoir l'espèce de regard pervers à travers ça, qui est comme... Tu sais, il n'y a rien de pire. Je me rappelle pas exactement c'est quoi le film, mais tu sais, il y a un film que... C'est un film d'horreur, puis il y a une fille qui se fait violer, mais tu sais, c'est filmé comme un vidéoclip, là. Tu sais, c'est super beau, la fille est super chic, ça se fait déchirer les bobettes, puis tu sais, Chris, t'es turn on en écoutant ça. Mais en même temps, tu veux pas non plus être prisonnier d'un mouvement ou d'une époque où là, t'aurais fait un excès de prudence. Tu veux pas être là-dedans non plus. Tu veux pas être catégorisé comme « Ah, ça, c'est clairement écrit en 2020 parce qu'en 2020, il s'était passé ça. » Tu veux aussi... Non, c'est ça. C'est pas une affaire de censure, parce que n'importe qui a lu la BD, il voit qu'on s'est pas censuré. Non, du tout. Là. C'est plus une affaire de sensibilité puis de bon goût, parce que, tu sais, il y a bien gros des BD d'horreur que moi, j'adore. Tu sais, je pense à Crossed, par exemple, que ça, c'est du grindcore, c'est du death metal. C'est fait pour te montrer des tripes, te montrer du monde qui s'éviscère, c'est ça le but de la chose. T'sais, Evil Dead, c'est ça. Là. Si tu commences à suggérer la violence dans Evil Dead, tu passes à côté. Là. C'est pas ça le but. Il faut que ça purgite, puis il y a quasiment un côté comique. Mais quand on est dans le drame, excusez, ma connexion est encore bonne? Oui, très bonne. OK. C'est parce que j'ai des messages qui pop, genre « Your connection is so-so ». Fait que, bref, tu sais, quand on est dans le drame, puis surtout dans le drame plus psychologique, ben là, à ce moment-là, ça serait même... Ça serait comme de mauvais goût de commencer à montrer la violence sexuelle de cet angle-là, parce que c'est comme... Tu sais, quelqu'un qui... Je sais pas, quelqu'un qui tripe sur Evil Dead veut voir de la boucherie, mais quelqu'un qui parle d'un viol ou d'une agression sexuelle, personne ne tripe à voir ça. C'est pas... en tout cas, il y a un décalage que je voulais pas faire. Oui, mais d'ailleurs, parlant justement de ce côté-là qui était plus hardcore, le viol, le fait qu'Alice a à peine 18 ans, oui, la pandémie vous a retardé, mais le fait que le jugement de Yvan Codebou soit tombé pas longtemps avant la sortie de votre BD, ça a-tu donné comme un petit soulagement puis une petite crainte qui est partie? Ouais, je pense que moi, j'ai été plus affecté par ça que Patrick, parce que Patrick, il comprenait qu'il était comme... C'est un cas unique, puis lui, il avait beaucoup supporté Rémi Couture, qui avait vécu ça il y a une couple d'années avant avec le maquillage en effets spéciaux. Il s'était fait poursuivre pour genre indécence ou un affaire de même, tandis que c'était sa job de créer
du monde qui se font démembrer. Corruption de mœurs. Corruption de mœurs pour être plus précis. Parce que nous, à la station à Kick, on avait parlé avec son avocat à l'époque. Puis c'était vraiment corruption de mœurs. Puis écoute, c'était une accusation qui était cachée dans le bottin du code criminel. Là. C'était tiré un peu par les cheveux, mais ça avait brassé pas mal. Puis quand Godbout est sorti, moi, j'avais appelé Patrick pour avoir sa réaction. Puis il me croyait pas quand j'ai dit qu'il avait été accusé. Ben non. Puis il m'a réécrit après pour me dire, ben excuse-moi, t'avais raison, je m'excuse. J'ai comme pas compris ce que tu m'as dit. Puis effectivement, là, ça... Puis tu sais, ce que les gens me disaient, parce que moi, j'ai freaké quand j'ai vu ça, puis là, j'étais en train de faire Alice, tu sais, j'étais en plein dedans, là. Puis, tu sais, tout le monde qui essaie de me rassurer, tu sais, me disait ça, là, c'est une affaire de, tu sais, d'ego mal placé de la part de celle qui a fait la plainte, mais aussi de la justice, un peu comme Rémi Couture, que, tu sais, les policiers l'ont vu en arrivant chez eux, que c'était pas du vrai monde qui était tué. Mais là, c'est que, OK, on a dépensé tout ce cash-là pour faire l'enquête, pour se rendre là. Faut qu'on sorte avec une espèce de fierté. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans. Patrick, il disait, tu sais, la ligne qui a... Pourquoi il a été accusé, c'est à cause de la pédophilie. Mm-hmm. En même temps, moi, je pensais, hey man, le film It s'en venait, ou je pense que le premier était sorti, le deuxième s'en venait, puis dans le roman, il y a un gangbang d'enfants. Là. Ouais. Fait que, puis je le savais, je n'avais pas lu le roman de Godbout, mais je le savais que c'était pas pro-pédophilie. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est quelqu'un qui dénonçait ça. Fait qu'on y a pensé, puis là, moi, je suis freaké un peu plus que Patrick, mais j'étais comme, OK, on marque-tu un mot avant? Est-ce qu'on met un truc genre 18 ans et plus sur le cover? Finalement, les éditeurs, ils ont fait comme, ouais, on va mettre un truc 18 ans et plus. C'est là, moi, je suis arrivé avec l'idée de faire, on peut-tu marquer pour public mature au lieu? Parce que je trouve que ça n'a pas rapport avec l'âge, la maturité, tu sais. Puis moi, je le sais, puis Martin, on en parlait quand on était kid, on écoutait Robocop. Ben Chris, on n'a pas commencé à pitcher de l'acide dans la face de nos chums pour faire comme Robocop. Puis je pense que les enfants intelligents, ils savent très bien c'est quoi la différence entre la fiction et la réalité. Puis en même temps, tu sais, quand t'es ado, là, je me mets dans la peau d'un jeune de 14, 15, 16 ans, tu sais, on veut pas d'affaires édulcorées. Tu sais, le trip, c'est d'aller chercher des affaires, justement, qui sont pas pour nous autres. Puis corrige-moi si je me trompe, mais je serais pas tant fâché de voir une de mes adolescentes lire Alice. Parce que je pense qu'il y a de quoi aller chercher là-dedans. Là. Ben oui. Puis c'est des thèmes qui nous rejoignent au bout. Puis aussi, c'est que pour un jeune ado, c'est de la découverte. C'est qu'on est en train d'apprendre sur le monde de l'interdit. Puis Alice parle de ça. Parle de repousser ses limites. Puis de tout le temps genre dire oui à tout avant de comprendre que c'est correct d'avoir des limites. C'est correct de se respecter soi-même à travers ça. Mais la BD parle de l'interdit. Fait que moi, je me rappelle que quand j'avais 13 ans, je voulais pas aller voir Toy Story parce que ça, c'était pour les bébés. Mm-hmm. Tandis que Toy Story, c'est excellent et c'est super bon. Mais je voulais aller voir justement le film 18 ans et plus ou genre jouer à Resident Evil parce que ça, c'était interdit pour des enfants de 13 ans. Puis c'est de même qu'on fait nos découvertes. Puis je pense que tant que tu as un support ou une maturité ou juste un environnement qui est apte à en jaser, c'est sûr que si tu es tout seul là-dedans, puis on te dit c'est correct, puis lis ça, puis on t'en reparle jamais, ben là, ça peut peut-être créer des troubles. Mais je pense qu'aussitôt que tu as un environnement que tu peux en discuter, tu peux débattre, puis moi, Robocop, puis tous ces films super violents-là, je les écoutais avec mon père, puis on en parlait après, puis là, j'étais comme « Hey, mais c'est-tu vrai, ça, que ça existe, de l'acide? » Puis là, mon père me disait oh, « Oui, mais ça fait pas exactement ça. » Et sûrement que dans ce jeune temps-là, tu t'es dit « Ah, papa, j'espère qu'il va y avoir une série sur Dick Jones. J'aime tellement ce personnage-là. J'espère sincèrement qu'un jour, quelqu'un aura une idée de me faire une série juste sur Dick Jones. » Non, mais moi, c'était Clarence Boddicker. Ah, quel personnage! Je l'ai réécouté dernièrement, ma blonde ne l'avait jamais vu, puis j'ai fait découvrir ça. Puis c'est tellement le fun d'écouter ces films-là avec quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Tu le vois comme à travers ses yeux. Là. Puis l'acteur qui joue dans un sitcom que je n'ai pas vu, là, mais 70 Show. That's 70s, ouais. Ben, tu sais, elle connaissait le show, puis elle était comme, c'est lui. Mais là, j'étais comme, check le fun qu'il a en tant qu'acteur, là. Tu sais, il y a une scène, puis ça, tu sens que c'est des scènes improvisées, là. Excusez, là, je passe une dérape. Ah, là, c'est correct, go. Ce film-là me passionne. Mais tu sais, il y a une scène aussi qui est en train de parler avec un dealer de cocaïne, tu sais, puis il arrive dans l'entrepôt, puis le dealer est en train de boire une coupe de vin, puis c'est clairement lui qui a le cash. Tu as juste Clarence Boddicker qui
qui trempe ses 2 doigts dans sa coupe de vin, puis il le sent après. Tu fais que, quel crapule pourri, là. Il a du fun à être répugnant, là, tu sais. Il s'en va au poste de police, puis la première affaire qu'il fait, c'est cracher du sang sur le rapport de police. Tu sais, il est parfait, là. Puis, je trouve que l'acteur, il dégage ça, une espèce de fun à être méchant. Hey, man, excusez, là j'enchaîne là, les scènes de Robocop, là, mais Clarence Boddicker, je trouve que c'est le meilleur méchant du monde. Quand il va tuer, justement, pas Dick Jones, mais le créateur de Robocop, l'autre. Oui, il va dans sa maison avec sa grenade. Puis là, tu sais, lui, il est en train de faire de la poudre avec des putes. Puis il enlève la goupille de la grenade avec sa langue, tu sais. Il sexualise ça, là. C'est que, je le trouve. Mais c'est un film incroyable. C'est fou à quel point moi, je trouve que ça a bien vieilli. Là. Je le réécoute aujourd'hui, là, puis même les effets qui sont un peu du stop motion, puis D209 dans l'escalier, ça me fait encore rire de le voir sur le dos. Je trouve que c'est un merveilleux film. Ce réalisateur-là, il a fait du génie pour ça. C'est rien Starship Trooper. Total Recall. C'est le genre de film, tu sais, puis il y en a une fois de temps en temps des films comme ça que c'est pas supposé être aussi bon que ça l'est. Tu sais, clairement, si tout le monde avait fait sa job, puis juste, tu sais, fait le film, ça aurait été un film de série B normal. Mais il y a quelque chose qui est élevé dans ce film-là. Juste, tu sais, évidemment, la satire sociale, mais juste les cuts avec les publicités. Oh. À chaque fois, les pubs, ils marchent. La petite famille qui joue au genre de Monopoly. Newcam. Le T-Rex qui court après le char, puis le char, c'est le SUX. C'est parfait. Là. Juste le voleur qui se fait électrocuter. Ce que j'ai remarqué, c'est que... Il veut dire, ça électrocute le voleur sans toucher à ta batterie. Mais ça a quand même tué quelqu'un. Oui, c'est malade. Puis, quand on parle de storytelling, ce film-là est beaucoup inspiré de Dark Knight Returns de Frank Miller, que je pense que vous appréciez beaucoup son travail dernièrement. Mais c'est que, tu sais, dans le storytelling, la première fois qu'on... Oui, exact. Qui écrit les BD qui sont parus basés sur ces scénarios. Mais la première fois qu'on voit Robocop, ça fait comme 10 minutes qu'ils nous l'introduisent à travers sa vision à lui. Et que c'est juste lui qui se fait tester, puis tout. Mais à chaque fois, ça vire au noir, puis quand ça revient, c'est tout le temps quelque chose de nouveau. Fait que là, on voit son bras, puis là, l'autre, il dit « Non, coupe-y son bras, là. » Puis là, ça revient, puis jusqu'à temps que ce soit un party de bureau, tout le monde est sur la brosse. Puis là, tu fais que... Qu'est-ce que c'est ça, man, cette intro-là de personnage? En même temps, on développe full d'empathie pour ce personnage-là qu'on n'a même pas vu encore. Là, fait que toutes les autres scènes d'après, on a l'impression d'avoir vécu un peu dans sa tête. C'est du storytelling brillant. Là. Mais là, je sens que tu veux te vider le cœur, ce Frank Miller. Il nous reste encore un peu de temps. Là. On a parlé d'Alice, on a parlé de Robocop. C'est correct, ça fait partie de la conversation. Mais tu nous as ramené Frank Miller 2 fois, là. Ici, aux Injustes, on a officiellement déclaré Frank Miller comme un vieux has-been qui devrait se retirer une fois que son meilleur travail a été fait. On parle du 21e siècle, des années 80, début 90. Ça, c'était parfait. Écoute, Dark Knight Returns, Dark Knight Returns, j'ai aucun problème avec ça. Sin City, j'ai aucun problème avec ça. Ce qu'il a fait sur Daredevil, j'ai aucun problème avec ça. Ce qu'il a fait... Electro Assassin, c'est merveilleux aussi. Excellent. 300, le premier, tant qu'à moi, est un chef-d'œuvre. Juste le format dans lequel il l'a fait, puis les dessins sont superbes. Mais effectivement, Master Race, Golden Child, son truc sur Robocop qui n'a jamais fini, son Superman qui était d'une atrocité extraordinaire. Pour moi, Frank Miller n'a pas su prendre sa retraite au bon moment. OK. Là, on va prendre une mini pause parce qu'il faut juste aller pisser. Pas trop. Mais après ça, les gars, préparez-vous, là. Ouais, on est J'arrive. On se décolle. J'arrive. On est prêt. On t'attend, Jake. OK, j'en reviens, ce sera pas là. Pas de trouble. Pendant ce temps-là, les boys, juste vous dire qu'on a 54 minutes de fait. Donc, je vais juste me mettre un témoin au moment où il est parti pisser. 57-40. Parfait. OK, t'es revenu de ta pisse.
C'est le temps que tu règles notre problème avec Frank Miller. Oui, puis en passant, je ne sais pas si c'est un gars qui vous a déjà contacté ou si c'est un de vos chums, mais je veux faire un shout-out à Frank Boulet, qui est un camionneur Oui. que je sais qu'il vous écoute, puis il écoute Les Mystérieux aussi, puis c'est arrivé une fois, là, c'était en plein milieu de la nuit, puis là, je le vois online, puis je suis comme « Ah, il m'a l'appelé! » Puis là, il me dit « Ah ouais, j'ai écouté Les Injustes, c'est bon, nanana. » Puis je suis comme « Ah ouais, moi aussi. » Puis il était pas sur la route, il était comme sur un break. J'étais comme « Mais Frank Miller, là, je trouve que les gars, ils sont trop violents avec. » Là, puis, ben, tu le diras quand tu vas passer. Fait que shout out à Frank. OK, Puis là, on merci t'écoute. pour ta job. Là, on OK. t'écoute. Là. Bon. Fait que commençons du début. Toutes les œuvres que vous avez nommées tantôt, là, il en manque une couple, là, mais c'est toutes des chefs-d'œuvre. On s'entend que c'est des choses qui ont marqué. Tu sais, c'est un des plus grands scénaristes de comic book américains de tous les temps. Pour moi, il est au même rang que des Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, même si Neil Gaiman ne sont pas américains, en tout cas, les trois que j'ai nommés. Il y a même un plus, parce que lui, non seulement il a changé la BD, mais il a même influencé le cinéma. Parce que si Dark Knight Returns n'existe pas, Burton, je suis pas sûr que ça l'intéresse de faire Batman en 89. Là. Voilà. Bon point. Très bon point, Martin. Puis là, il arrive quelque chose qui est le 11 septembre 2001. Puis Miller, c'est un gars qui vient du Vermont, mais qui a habité New York. D'ailleurs, quand il a commencé à travailler pour Marvel, il habitait Hell's Kitchen. Fait que la raison pour qu'on associe Hell's Kitchen à Daredevil, c'est à cause de Frank Miller aussi. C'est un quartier tough. Il a vécu là des années. Il s'est imprégné de la ville. Il est devenu un New-Yorkais. 11 septembre arrive. Je sais pas, je suis sûr que vous vous rappelez, vous étiez où le 11 septembre 2001? Oh oui. Mais lui, ça l'a fucké. Ça l'a fucké. Lui, ce qu'il a vu, c'était pas un acte ou un événement historique. Il a vu dans sa tête, dans sa perspective, 5000 de ses voisins se faire tuer par un acte terroriste. Puis il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je vais aller en guerre contre ça. Et il l'a échappé, il l'a perdu. Puis c'était à l'époque qu'il venait de faire Dark Knight Returns 2, que je peux défendre aussi, pour ceux qui disent que c'est de la merde, je peux très bien le défendre. Mais là, il est devenu comme un espèce d'extrémiste parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il fasse de quoi, puis il était en tabarnak. Et il a voulu faire Batman contre Al-Qaïda, qui s'appelait Holy Terror Batman, qui finalement est devenu juste Holy Terror. Moi, j'ai lu ça, c'est honteux, là. Cette BD-là est rough, elle est pas le fun, elle n'est pas bien écrite. C'est de la haine sur papier, tu sais. Puis, un peu comme vous en êtes là, tu sais, moi, à cette époque-là, j'ai fait, bon, Frank Miller, c'est fini, il l'a échappé, j'avais pas tant trippé sur son dernier Sin City, j'avais beaucoup aimé le film qu'il avait fait avec Rodriguez. Et là, quelques années plus tard, il se présente d'un Comic-Con pour Sin City 2. Puis là, ça faisait une couple d'affaires qu'il écrivait, tu sais, le fameux Batman and Robin All-Star. Oh mon Dieu, oui, qui n'a jamais fini, là. Puis c'est juste de la haine, tu sais, tu sens que c'est de la haine qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien de, tu sais, Batman crisse des volets à Robin, puis il fait manger des rats, puis il crisse une volée à Alfred, puis il dit « I'm the goddamn Batman! » Tu sais, c'est pas... Green Lantern. Les policiers. Ah oui, il tue les policiers, puis il dit « C'est pas grave, c'est des policiers corrompus. » Tu fais comme « Ouais, le gars, il a une haine envers l'établissement quelque part. » là. Mais Green Lantern qui se fait faire une trachéo, puis écoute, c'est... Exact. Tu sais, ça devient de la... C'est pervertir de quoi, là, juste parce que c'est de la haine. Puis là, quand on l'a vu sur le fameux tapis rouge au Comic-Con pour Sin City 2, tu vois un homme qu'avant ça, tu voyais des entrevues de lui, tu sais, une cinquantaine d'années, qui avait de l'air genre bien relax. Puis là, tu le vois, puis tu sais, il a de l'air d'avoir 192 ans. Plus de sourcils, plus de cheveux, plus de les joues creuses, plus capable de tenir sa tête droite. Puis là, tu fais que oh shit, OK, il s'est passé quelque chose. Clairement, il y a eu le cancer ou il y a eu une maladie quelconque, peut-être dystrophie musculaire, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, il s'est passé de quoi? Puis là, c'est grave. Là, genre, on va le perdre. Là. On va apprendre dans quelques semaines qu'il est mort. Là. Et là, Sin City 2 sort. Et ce que je ne savais pas, c'est que le deuxième film, il a écrit des histoires originales pour ça. Mm-hmm. Ouais. Puis,
je dirais pas que je les ai plus aimés, mais je les ai vraiment aimés, les histoires originales. Tu sais, celle du poker. Ah, c'est ça, avec, c'est celle du Joseph- poker, hein, avec, Joseph Gordon-Levitt, ouais. avec Ouais. le sénateur, je me souviens plus de son nom, là, mais le corrompu, là. Il y Oh, en c'est avait Ouais, une bon, de ça. exact. Marv aussi d'ajouter. Comment? Il y en avait une avec Marv aussi d'ajouter. Oui, il y en a une avec Marv, il y a une petite histoire avec Marv, puis il y avait l'histoire voyons, Jessica Alba, son nom de personnage, Nancy. Il y avait une histoire de rajouter aussi avec Nancy qui était Exact. très bonne. Fait que 50% du film avait été écrit, c'était des histoires originales. Puis là, j'ai fait, Chris, j'aime ces histoires-là. Donc, il n'est pas fini complètement. Il reste encore une couple d'histoires dans Frank Miller pour que, tu sais. Et là, suite à ça, il est arrivé le Master Race que, honnêtement, j'ai pas aimé. Mais en même temps, je voyais que, il co-scénarise avec Azzarello. Puis, en entrevue, il a de l'air, genre, vraiment, genre, tu sais, comme, on dirait qu'il est mourant, en fait. Puis là, j'ai fait, OK, c'est ça, c'est comme son dernier contrat de BD, c'est lui qui essaie de revisiter un peu son univers avant de dire bye. Puis, pour vrai, tu sais, je pense que même si on n'aime pas Frank Miller, personne ne prend plaisir à voir un homme mourant faire comme ses derniers travaux. On fait pas comme yes, il en fera plus de BD. Tu sais, on voit cette légende-là, genre, comme dépérir. Et là, j'ai vu une entrevue avec lui que là, il a de l'air de se remettre un peu. Et il est en entrevue avec une jeune femme journaliste. Puis elle pose des questions comme, pas pour le coincer, mais des questions du moment. Fait que, qu'est-ce que tu penses de la présence des femmes en BD? Qu'est-ce que tu penses des nouveaux courants? Et tu vois un homme qui est les yeux brillants d'étoiles, qui est content de se faire poser ces questions-là. Et que là, tout d'un coup, c'est plus la haine qui porte cet homme-là, c'est au contraire un nouveau souffle de « Hey, on se fait du fun, puis c'est incroyable, moi j'ai la meilleure job au monde, je fais des comic books. » Et là, il sort Golden Child. Et là, j'étais comme... Moi, j'ai capoté sur Golden Child. Puis je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas capoté dans le sens genre « Hey, ça fit pas hein, que Darkseid contrôle Donald Trump. » Ben non, ça ne fait pas que Darkseid, c'est comme Thanos. Il est capable de détruire des planètes s'il veut. C'est fucking drôle que Darkseid contrôle Donald Trump. C'est ça la blague. Il revient au départ comme il faisait avec son Robocop ou son Dark Knight Returns. C'est de mettre de la politique puis de la satire sociale à travers ça puis de faire comme Chris que c'est épais. Puis il y a plein d'incohérences dans ce BD-là puis il est comme We don't care. It's paper people. Ces gens-là n'existent pas pour vrai. Batman n'existe pas. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux lui donner du 8000 enfants. Puis là, en entrevue, il était avec Tom King puis Sean Gordon Murphy, tantôt que tu mentionnais, Jean-Nic, que j'adore, que je trouve incroyable. Puis il se faisait demander, genre, tu sais, comme jusqu'où tu pouvais aller. Puis là, eux autres, ils étaient comme, ouais, ben, tu sais, moi, j'essaie de dealer avec la Bat Family, puis tout. Puis t'as juste Frank Miller, tu sais, qui est un vieux, mais pas amer, pas genre un vieux blasé, un vieux qui est juste comme content d'être avec ces kids-là sur stage. Puis là, un moment donné, il coupe la réponse de quelqu'un, puis il fait comme c'est une fois l'inspecteur Gordon qui dit j'ai une grosse mission pour toi, Batman. Dis-moi, tu sais, combien ça va coûter? Tu sais, ça va coûter cher? C'est une grosse mission. Puis Batman qui check un peu ses affaires, check sur son ordi, puis il dit ouais, ça va coûter extrêmement cher, ça va me coûter au moins 12 robins. Puis tout le monde sur stage a parti à rire, puis c'est un peu cette distance-là qu'il y a avec le... Puis je comprends là, les fans de l'univers qui veulent respecter le canon puis qui veulent que tout se tienne ensemble, mais il faut aussi accepter que c'est pas vrai tout ça. C'est juste des histoires. Tu sais, moi, en fait, le problème que j'avais avec Miller, c'est un peu, puis tu sais, si je le ramène au milieu québécois, c'est un peu le même problème que j'ai avec Claude Meunier. Tu sais, Claude Meunier, c'est un génie. Là. Il a fait des affaires qui étaient incroyables. Il y a des affaires qu'il a faites qui se referont plus. Tu sais, La Petite Vie, là, il n'y a personne d'autre, je pense, qui va réussir à retrouver une idée comme celle-là, puis à avoir un following comme ils ont eu dans les années 90. Claude Meunier, pour moi, c'est un monument au Québec. Mais Chris, j'ai rien aimé de ce qu'il a fait dans les 20 dernières années. Ça marche plus. C'est chaud. Hein? Ça marche plus. Ça ne fonctionne plus. Puis je sais pas pourquoi. Ben mon point, puis je vais fermer mon case là-dessus.
Ça me dit encore Connection Unstable. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout est beau. correct. Tout est beau. OK. C'est que mon but, c'est pas qu'il est meilleur qu'avant ou que c'est bon ce qu'il écrit ces temps-ci. C'est plus la perspective avec laquelle il faut le voir. Mhm. Puis, si tu vois de la perspective d'un Tom King, ben c'est sûr que ça marche pas, Golden Child. C'est pourri, Golden Child. Il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Mais si tu le vois de la perspective d'un gars qui a changé l'industrie à lui tout seul, puis qui revient juste pour se faire du fun, mais pas dans le sens masturbatoire, pas dans le sens genre je me fais du fun, dans le sens genre hey, comment je pourrais créer une nouvelle histoire qui est une satire sociale, un commentaire politique, rendu là, bâcher sur Trump un peu, puis en même temps faire une BD de Batman avec un nouveau créateur brésilien, je pense, Raphaël Ouais. Campa ou espagnol, je pense qu'il est brésilien, hein, c'est ça? Qui est hallucinant, ce gars-là. Puis là, j'étais comme, man, quelle belle réunion de genre un vieux qui donne son joyau à un jeune pour parler de notre époque. Si tu le vois à travers cette perspective-là, tout d'un coup, cette BD-là, tu la relis, puis tu fais comme, asti que c'est drôle, asti que c'est bon. Mais c'est sûr que si tu la vois d'une perspective genre canonique dans ce qui se passe, ben tu sais, rendu là, moi, je pense que je suis pas le public cible pour ça non plus. Tu sais, moi, le mariage de Catwoman ou de Batman, ça me parle pas. Là. C'est pas ce genre d'histoire-là qui me parle. Je peux comprendre qu'il y a du monde qui s'attache à ces personnages-là et qui le voit comme un espèce de soap opera en build-up. Moi, c'est juste pas mon thrill. Là. C'est pas mon trip, mais j'ai rien contre ça. Mais c'est ça. Fait que, je pense que si on fait juste switcher un peu notre perspective, on est capable de mieux comprendre puis faire comme « Welcome back, Frank. Viens faire ton comic strip quand tu veux, man. Fais ce que tu veux. Tu fais pas chier personne d'autre. Si vous aimez pas ça, évidemment, vous l'achetez pas, mais moi, je suis bien content qu'il fasse encore de la BD. Ben, à la limite, c'est mieux ça, qu'il soit encore accueilli, qu'il soit encore permis d'être édité, qu'il soit encore que ce qu'on a réservé au Jack Kirby de ce monde, puis aux autres grands créateurs des années 60, 70, à qui on a montré à la porte, puis qui n'étaient même plus le bienvenu dans le building, qui avait aidé à mettre sur pied. Là, il y a eu des histoires disgracieuses là, dans le monde du comic. Là. Ouais, malheureusement, beaucoup trop. Là. Jack Kirby, je pense que c'est le pire exemple parmi toutes. Mais même, ce qui est arrivé à Alan Moore, c'est terrible. Puis moi, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des vieux qui sont rendus blasés puis qui ont le cœur brisé par ce médium-là. Fait que de voir un gars qui a probablement survécu le cancer, mais aussi qui a passé à travers sa haine envers le monde, qui veut juste faire de la BD pour le fun avec des jeunes, je trouve ça fucking badass. Puis d'ailleurs, c'est pas excusé, mais un peu pour Holy Terror. Il a clairement expliqué en entrevue, genre, comme je te donne une mauvaise place quand j'ai fait cette BD-là, puis aujourd'hui, je la referai plus. C'est une BD qui est raciste, une BD qui quasiment encouragé la haine qu'on a envers les musulmans, puis envers, il met ça tellement à large. Là, fait que je trouve juste ça cool de voir, comme, OK, non, Frank is back, puis il peut avoir son terrain de jeu, puis moi, je vais tout le temps acheter ses BD, puis là, il veut faire un prequel avec Sin City, que c'est un western, c'est l'origine de Sin City en western, puis pour vrai, mon rêve, là, ça serait que Raphaël Grampa l'illustre en noir et blanc dans le style un peu de Frank Miller, ça serait malade. Wow. Ça serait incroyable. Alors ça, je pense qu'il y aurait un public pour ça, parce que s'il y a un univers, je pense qui est resté le même avec les ajouts, c'est probablement celui de Sin City. Même si les derniers étaient peut-être un peu moins forts, je ne considère pas qu'il a scrappé cet univers-là. Je ne considère pas qu'il y en a un de mauvais. Là. C'est ça, c'est que... Oui, excuse, je voulais pas te couper. Vas-y, j'en ai. Pas de problème. Parce que, en fait, je trouve ça tellement intéressant, tout ce que tu as amené sur Frank Miller. Je trouve pas que ça pardonne les mauvaises histoires qu'il a faites sur Batman. Puis moi, c'est pas une question d'aimer le personnage ou non. Je me dis, s'il y avait quelque chose à raconter, puis s'il voulait créer ce gars-là, pourquoi il est allé se camper dans Batman encore? J'aurais préféré qu'il fasse une série comme à côté, là, qui crée des nouveaux personnages. Par contre, je suis d'accord avec toi 200%, là, avec Raphaël Grampa, un prequel à Sin City. Je voudrais voir ça. Je suis comme bien déçu que ce gars-là soit... Il a porté des comics sur son dos, là, puis il a été un précurseur qui défonce des portes. Puis, ses convictions politiques, là, il était là à l'époque, puis ils sont encore aujourd'hui. C'est rien que là, on sent qu'ils sont encore semi-importantes, mais il
ça se lit moins bien avec du Batman, mettons. Puis j'aurais aimé ça qu'il fasse quelque chose d'autre, qui n'utilise pas Batman pour raconter ça, qui n'utilise pas un super-héros qui raconte ses histoires. Ouais, non, moi, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis malheureusement, je pense que ça fait aussi partie de la joke. C'est le cash. Il sait que s'il sort les aventures de Martha Washington, ça ne vendra pas autant que Batman. Puis ça, pour vrai, je te l'accorde. Puis moi aussi, je suis 100% d'accord avec le fait que j'aimerais bien mieux voir du matériel original. Puis même un nouveau imprint, un label, Frank Miller Comics. Puis là, il fait ce qu'il veut avec un paquet de jeunes dessinateurs. Je serais plus intéressé à voir ça que de le revoir un peu ce que Joe dans le carré de sable. Un peu ce que Joe Hill est en train de faire chez DC, en fait. Là. Il s'est ouvert carrément une section, un mini-label à travers DC. Puis c'est quand même intéressant ce qui sort là-dessus. Là. Mais moi, guidez-moi dans le temps, là, parce que on est encore correct. Prendre votre temps, mais moi, le bout qui me fait le plus triper de votre podcast, c'est quand vous partez sur des discussions, ça devient comme philosophique un peu. Puis, vous avez souvent des discussions, puis je le dis comme parce que vous niaisez souvent en le faisant, mais vous avez souvent des discussions fucking intelligentes, puis moi, je suis en train de faire la vaisselle en vous écoutant, puis là, je suis comme, Chris, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, puis asti, ça, c'est un point de vue que j'avais pas pensé, puis moi, ce que je trouve magnifique des podcasts comme ça, c'est d'assister à des discussions qui te font réfléchir, tu sais. Puis, je me demandais aussi que vous situez, parce que Frank Miller, je pense que c'est le parfait sujet pour parler de ça, mais de l'œuvre versus l'artiste, tu sais. Puis, juste avant de vous lancer ma question, je mettrais juste un exemple, tu sais, comme moi, j'ai tout le temps pensé qu'il fallait séparer les deux, jusqu'à temps que j'aille voir un expo. Mon ex, c'était une artiste visuelle qui faisait des peintures abstraites. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été dans la peinture abstraite, je n'ai jamais connecté avec ça. Puis là, il y avait une expo genre de Picasso, tu sais. Puis on est arrivé là, puis l'expo de Picasso, c'était des canevas blancs avec des bonhommes sourires. Puis ça, c'était comme sa dernière collection. Puis tu sais, Picasso, c'est considéré comme un des plus grands peintres de tous les temps. Puis je suis allé là, puis mon ex, elle m'avait juste fait un petit cours sur Picasso avant, faire comme, tu sais, que ce gars-là, il a détruit le mouvement artistique, puis il a exploité les bourgeois qui s'achetaient des toiles que même les artistes qui les avaient faites ne pouvaient pas se l'acheter à ce prix-là. Et c'est pour ça qu'il a commencé à niaiser, dans le fond, les acheteurs, les collectionneurs d'art, faire que « Ah ouais, tu t'es game de payer genre 200 000 $, voilà un bonhomme sourire. » Fait que quand tu vois l'expo en ayant ça en tête, tu trouves ça tordant, t'es comme Chris, c'est punk rock en esti, là, c'est baveux en tabarnak, tu sais. Tu le vois pas comme genre un artiste bourgeois qui se pense au-delà des autres. Tu fais que, man, c'est dans un musée. On est dans un musée, puis on check des bonhommes sourires. Il n'y a rien de plus fuck you que ça, tu sais. Fait que, bref, ma question que je lance, c'est entre l'œuvre et l'artiste, mais aussi, est-ce que des fois, ça ne prend pas une éducation ou de savoir l'intention? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une grosse question. Je peux-tu commencer? C'est une grosse question. Oui, moi, j'ai une formation en histoire. Fait que c'est sûr que, si on prend des sujets, par exemple, quand on touche à la justice, là, exemple, il y a eu le débat sur Michael Jackson et ses chansons. Moi, dans des cas comme ça, je pense que l'œuvre et l'artiste doivent être dissociés parce que j'ai toujours peur de la censure, de l'espèce de réflexe stalinien d'effacer des choses ou d'enlever des choses de notre paysage parce que ça ne correspond plus à ce qu'on vit aujourd'hui ou à ce que l'on pense aujourd'hui. Moi, ça, je pense que je suis très Mathieu Bock-Côté là, dans cet univers-là. Je pense qu'il faut y avoir une délimitation. Mais dans ce que tu parles, moi, il y a des œuvres que j'ai appris à aimer parce que j'ai connu l'artiste. Puis parce que j'ai compris l'artiste, parce que je me suis intéressé à l'artiste. Puis si je ne l'avais pas connu, probablement que ses œuvres, j'aurais passé à côté. Puis des fois, le contraire est aussi vrai. Il y a des œuvres que j'apprécie. Tu parlais de Tom King. Tom King est insupportable. Il est insupportable sur Twitter. Il m'énerve. Je ne suis pas capable de le lire. Mais je lis ce qu'il écrit, puis j'aime ça. J'aime ça. Puis des fois, ça me choque parce que je me dis, tabarouette, c'est tellement bon, mais ça me tente pas de dire que j'aime ça parce que le gars, je fais briller le gars quand je dis que j'aime ça, puis le gars m'énerve. Mais tu sais, il faut que dans ma tête, il y ait une séparation. Je te dirais que ça dépend. Mais je prends ton exemple, j'ai pas un exemple précis pour un film, mais c'est comme quand tu vois un film un peu série B qui est super charmant, puis là, tu entends une entrevue avec l'auteur, puis là, lui, c'était comme
non, c'est une critique sociale, puis c'est quelque chose de grandiose que je voulais faire. Puis là, tu vois comme, OK, il se prend pas pour de la merde. On dirait que t'aimes moins le film après. Tu fais comme, t'aurais juste dû, genre, être, tu sais, avoir aucune prétention, mais ça Il y a des, vient... ouais, mais il y a des fois où tu regrettes d'avoir connu l'auteur. Tu sais, prenons un exemple c'est ça, qu'Alan ouais. connaît bien. Là. J'adore Star Wars. Mais quel style d'enfoiré, George Lucas. Quel crise d'enfoiré. Tu sais, moi, j'ai lu sa biographie de George Lucas, là, puis vous avez le droit de me dire ce que vous voulez. Là, ce gars-là n'a jamais été intéressé à son univers. Là. Il s'en crisse. Là. Ce qu'il voulait, là, c'était de la technique, c'était faire progresser la technique du cinéma. Tu sais, il est arrivé sur Star Wars, puis il a été pris dans quelque chose de plus gros que lui. Là. Mais vraiment plus gros que lui. On pourrait dire que les prequels, c'est de l'autobio. Ben, presque. Tu sais, Anakin Skywalker, George Lucas, c'est le Jedi que tout le monde faisait, tu sais, comme c'est notre sauveur, puis qui est finalement devenu la machine qui. Ben écoute, rappelle-toi, il était au Sénat américain pour empêcher la recolorisation des films. Voilà. Ben, le gars a revisité sa propre trilogie une vingtaine. Tu sais, il était plus intéressé par revisiter les effets techniques de sa trilogie que par les éléments narratifs de sa trilogie. Ouais, et ça, quand tu sais ça, là, tu regardes plus Star Wars de la même façon. C'est vrai. Ça dépend. Ça dépend à quel point tu es prêt à scraper l'idée que tu as de l'œuvre. Est-ce que tu es intéressé par le gars qui fait l'œuvre ou tu es intéressé uniquement par l'œuvre? Je pense que ça dépend. Ouais. Puis des fois, tu vas faire le mauvais choix. Des fois, tu vas dire, tu vas aller chercher sur celui qui a fait l'œuvre, puis là, c'est là que tu tombes dans la déception. Je sais pas, Jean-Nic, Alan, lequel veut parler en premier? Ben, je vais y aller. Moi, personnellement, ça fait un bout de temps que j'ai dissocié chemin l'artiste de l'œuvre parce qu'à une certaine époque, j'étais à peu près comme Jean-Nic et j'écouvrais quelqu'un, je voulais passer à travers de tout ce qu'il faisait, puis je m'intéressais de tout ce qu'il fait, puis tout ce qu'il écrivait, puis je voulais passer à travers de tout. Maintenant, je suis plus quelqu'un qui regarde le backstory, je regarde ce qui est écrit en arrière, puis je m'intéresse plus à l'histoire que la personne qui va travailler dessus. Et puis aussi, il y a un problème, justement, comme Martin parlait de Tom King tantôt, j'adore ce qu'il écrit. Sauf que je le lisais aussi sur Twitter. Et justement, il y a du monde qui sont exécrables comme ça. Au niveau du cinéma, il y a plusieurs des acteurs que j'ai totalement abandonnés. Joaquin Phoenix, c'est quelqu'un que je méprise. Je ne suis même pas capable de regarder un seul film où il apparaît une seconde dedans, tellement que je déteste la personne qui il est. Puis, je ne suis pas toujours capable de les détacher parce qu'il y a du monde qui ont des opinions. Puis quand quelqu'un utilise le pouvoir, tu sais, la scène, ça donne une position où ils peuvent parler. Puis quand ils en profitent trop, on dirait que ça vient me chercher parce que le gars, il lâche sa job pour essayer de passer un message. Puis moi, c'est pas ce que je recherche en quelqu'un. Mais en même temps, Alan, t'es pas d'accord que ça peut être l'inverse, tout, genre de un œuvre que tu fais comme c'est correct, c'est ordinaire, mais là, quand tu découvres l'auteur, tu fais que il est donc bien cool. Lui, genre, il a direct la bonne attitude, puis genre, t'as l'impression qu'il te parle directement, puis qu'il a fait ça d'une place d'amour, puis de, tu sais, ça fait que finalement, je l'aimais pas tant ce film-là, mais je l'ai réécouté, puis je le trouve cool, le film. C'est pas là, c'est parce que la personne va s'intéresser à son art. Moi, je parle plutôt de quelqu'un qui va avoir une opinion. Tu sais, on l'a vécu pas mal les dernières années aux Oscars, où ce que le monde parlait même plus de leur film qui se présentait là-bas. Il parlait plutôt de la politique américaine puis qu'est-ce qui se passait. Ça m'a fait détacher de la personne parce qu'il ne représente plus son métier, puis qu'est-ce que son œuvre. Mais tu as des artistes que l'œuvre est intrinsèquement liée à un message politique aussi. Tu sais, Shane Murphy est le meilleur exemple. Shane Murphy va toujours avoir de la politique américaine et surtout beaucoup de religion parce que lui, la religion catholique, c'est important de la présenter dans chacune de ses œuvres. Puis il sait comment la présenter. Puis tu sais, c'est un gars, à cause de ses opinions un petit peu plus de droite, il a fallu qu'il lâche Twitter à cause de ça, tellement qu'il s'est fait ramasser. Parce que quand il y a eu le Black Lives Matter, lui, il a bâché sur le monde qui détruisait des comic shops et qui détruisait tout ce qu'il y avait dans les villes. Puis à cause de ça, ben, il s'est fait placarder d'un coin. C'est l'époque dans laquelle on vit qui est pour moi, qui est horrible. C'est que, tu sais, moi, je crois sincèrement là, que ça n'existe pas quelqu'un qui est à droite ou à gauche. On a toutes des opinions, mais on dirait que la société nous force à prendre un camp. Mais je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un chum extrêmement de droite. Moi, j'étais vraiment plus de gauche. Chris, on pognait des bières ensemble, puis on jasait toute la soirée, puis on se disait « Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, toi, tu penses ça, ça. » Puis c'était des discussions qu'on créait, tu sais. Puis ça, on dirait que c'est cette nuance-là de genre, même si tu penses pas pareil comme moi, on peut jaser quand même. Tu sais, je suis sûr que Sean Murphy, si
il était dans un Comic-Con avec genre un auteur noir, il ferait pas comme fuck you avec Black Lives Matter. T'sais, évidemment que non, il ferait comme sûrement qu'il supporterait la cause, mais qu'il ferait comme moi, ce qui m'énerve, c'est telle affaire. Il y aurait plein de nuances. T'sais. Ben, on est à une époque, c'est pas. Moi, le problème que j'ai, c'est pas tant qu'on. Tu sais, tu l'as bien décrit. On allait prendre des bières pour jaser. Aujourd'hui, avec les algorithmes, je ne suis ami ou je ne me fais proposer du contenu avec lequel je suis d'accord tout le temps. Je ne suis presque plus jamais confronté à des choses que j'aime pas ou que je... Et ça, je trouve ça dur dans le monde du comic, là, d'aller découvrir des nouvelles affaires, même dans le monde des arts en général, là, de découvrir L'exemple parfait pour moi, c'est la musique, parce que je suis pas un mélomane. Je suis quelqu'un qui va écouter de la musique si je l'entends à la radio, puis je vais accrocher sur des choses. Mais depuis que Spotify, depuis que les Apple Music, depuis que les radios comme... Je découvre plus rien en musique, puis je mets pas le temps d'en découvrir parce que c'est pas quelque chose qui me passionne à 100%. Avant ça, là, j'entendais toutes sortes de choses. Maintenant, là, on me pousse des affaires. On me pousse des affaires. Puis les opinions, ça marche comme ça aussi. On me pousse des opinions. Si j'ai le malheur d'aimer un article qui pense d'une certaine façon, on va me pousser des articles toujours dans le même sens. Tout le temps. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont assez brillants pour aller chercher l'information, aller se diversifier, comprendre l'importance. Tu sais, moi, j'ai des auditeurs là, qui me disent « Hey, moi, je t'écoute, là, puis j'écoute juste votre post. » Puis ma première réaction, c'est toujours « Hé, monsieur, faites pas ça. Faites pas ça. Vous avez juste notre version. Écoutez ailleurs. » Il y a aussi l'idée de texter un message plutôt que de le dire en personne. Des responsabilités. Exact. On niaisait sur Frank Miller tantôt, mais imaginez qu'on avait un peu moins de contact, puis que moi, je fais juste écrire sur le Facebook des injustes, genre « Ah, c'est de la merde comment vous parlez de Frank Miller. » Je peux vous le dire de même, mais vous catchez mon sourire, vous catchez mon... Ouais. Que je suis en train de vouloir faire une discussion avec vous autres plutôt que de vous accuser de quelque chose. Ça, tu le sens pas par texto, tu le sais pas, ça. En tout cas, puis je pense que c'est ça, on perd beaucoup de nuances. Je veux juste faire une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, puis là, vous allez rire de moi, mais c'est pas grave, je vais vous permettre de le faire. C'est dans Jurassic Park. Dans Jurassic Park, à un moment donné, Malcolm, qui représente un peu le théoricien du chaos, dit à John Hammond, qui vient de créer des dinosaures sur son île, il dit « Vous êtes sur les épaules de géants qui ont travaillé des années et des années à perfectionner la génétique. Vous avez vu ça, vous avez trouvé ça beau, vous vous êtes pas posé de questions, c'était disponible, vous l'avez fait, vous n'aviez pas la discipline pour le faire. » Moi, je travaille dans les médias, Jake, ça fait 10 ans. J'ai acquis une discipline que je pense qui est nécessaire quand tu as un large auditoire de comment tu dois t'exprimer, sur quel sujet tu dois le faire, sur comment tu dois le faire. Parce que tout est bon à dire, dépendamment comment tu le fais. Je deal avec des commentaires à journée longue. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu un animateur de radio avec les médias sociaux. Mais personne n'a acquis la discipline pour être comme ça, là. Alors, ce que tu expliques, là, recevoir un message, là, j'en reçois des messages et j'ai appris avec le temps comment les gérer. Mais quand tu es nouveau, tu es un adolescent de 17, 18, 19 ans, tu es sur les médias sociaux, tu t'es parti un podcast, tu reçois un message, ça vient de scraper ta journée, tu n'as pas acquis la discipline. Il y a du monde qui arrive sur Internet là, avec autant d'auditoires que moi en 10 ans. Là. C'est gigantesque pour eux autres. Là. Non, puis là, ce qui vient encore plus, parce que pas encore cité Ian Malcolm, il dit « Life finds a way ». Là, ce qui est fou, c'est que moi, je suis 100% d'accord avec toi, puis je trouve que c'est un esti de bon point que tu soulèves. Sauf qu'en même temps, ce qui est fucké, c'est que le kid, là, il sent en crise de passer à la TV. Là. Lui, il a 20 millions de subscribers sur YouTube là, parce qu'il déballe ces choses. Lui, c'est dans ce monde-là qu'il vit. Fait quand même que nous autres, les vieux, on lui dirait « Tu sais, ça te prend de l'expérience, il faut que tu gardes un recul avec les commentaires. » Lui, il nous check, puis il est comme « Quoi? Non, man, tu sais, on vit pas dans le même monde. » là. Fait que ça, c'est un autre stade d'évolution qui est épeurant pour du monde de notre âge un peu de faire... en fait, de notre âge, je ne sais même pas quel âge vous avez, les gars. J'imagine que vous avez entre 30 et 40. C'est-tu correct? C'est correct. Tout le monde est correct. Ding. Je suis un petit peu plus vieux que ça, moi. Oh, il y a Alan qui est notre personne âgée dans le groupe. Ouais, mais Alan, t'as l'air d'avoir 15 ans de moins que moi, fait que fuck you. En fait, j'en ai 41. Mais j'en ai, je serais curieux de t'entendre, parce que toi, tu as étudié en cinéma, si je me trompe pas. Là.
J'ai étudié en littérature. En littérature, pourquoi je me mêle tout le temps? C'est parce que t'aimes tellement le cinéma. Je vais reprendre ta phrase de tantôt. Tu disais, tu sais, moi, j'ai un background d'histoire, moi, j'ai un background de littérature. Puis quand on parle de faire une cédure entre un artiste et son œuvre, c'est comme, ben, tu sais, quand tu es au cégep à l'université, là, c'est ce qui te rentre dans la tête. Quand tu lis du Camus, quand il écrit « je », c'est pas Camus qui parle. Tu sais, c'est la première chose qu'on t'enseigne, donc c'est important. Mais après, quand tu passes autant de temps à lire, à consommer, oui, tu tombes dans la tête de l'auteur, oui, tu vas lire, tu vas aller... Tu sais, c'est comme... Il faut qu'à la base, on coupe le cordon pour te dire, quand tu es en train de lire quelque chose, dissocie l'auteur, le créateur de ce que tu es en train de voir. C'est la première chose qu'il faut que tu apprennes. Et après, tu viens la réconcilier. Puis ça, je trouve que c'est... Parce que, tu sais, on le fait aujourd'hui, mais on oublie la première étape qu'il faut que tu l'enlèves. L'œuvre doit vivre par elle-même, puis après, tu la réconcilies avec son créateur. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que les deux sont possibles. Dans le fond, c'est si tu n'apprends pas à couper, ben, tu vas être emprisonné tout le temps à tout connaître sur chaque chose que tu lis, alors que tu veux être capable de passer d'un livre à l'autre. Il faut toujours qu'une œuvre vive par elle-même, sans son créateur, et il faut toujours que par la suite, tu viennes y ramener son créateur. Et là, après ça, tu en penses pas ce que tu veux, mais là, tu vas avoir tous les éléments. Il ne faut pas que tu sois empoisonné par connaître le créateur à la base. Il ne faut pas non plus que tu aies l'attitude universitaire de penser que l'œuvre ne vit que par elle-même et elle est née de rien puis qu'elle n'a pas été pensée par quelqu'un, elle n'est pas en train de faire des liens avec autre chose. Et là-dessus, je veux dire, mettons, moi, je suis un gros fan de Polanski puis de Woody Allen. Je le sais, mettons que c'est des cinéastes qui sont genre, je pardonnerais pas ce qu'ils ont fait ou non dans leur vie personnelle. Par contre, j'enlève rien à leur art et à ce qu'ils projettent avec ça. Là. Mais c'est curieux ce que tu dis là, parce que je me rappelle que quand je me suis fait tatouer l'art de Jake, la première chose qu'on s'est dit les trois, c'est j'espère sincèrement que le gars sera jamais pogné dans une histoire de pédo, d'agresseur ou de tueur en série ou de... Ouais, parce que tu sais, après ça, tu l'as... Il faut que tu sois clean pour le reste de tes jours, man, parce que... Hey man, imagine! Mais c'est l'exemple ultime où je me dis, tu sais, il faut que tu le sépares. T'sais, moi, je te connais, c'est correct, j'ai ce plus-là, mais il faudra pas le jour où, mettons, qu'il arrive quelque chose, que je me rampe avec la rampe à fromage de la jambe. Il faut que le dessin vive pareil. Je veux dire, t'es positionné où, mettons, sur Michael Jackson? Faut-tu que ça joue encore? Ou... Excusez, là je fais une parenthèse parce que je trouve l'image trop drôle là, de genre Martin qui vient de faire son tatou, puis genre le lendemain, scandale. Jake, pédophile. On a retrouvé 2 jeunes filles dans son garde-robe. Fuck! Tueur, nécrophile. C'est que, Martin, si jamais ça arrive, tu vas porter le reste de ta vie à porter des sandales et des bons genoux. Ah oui, des bons genoux. Ou la rampe à fromage. Ça me tente pas la rampe. Moi, juste m'acheter des bas hauts, là. Jean-Luc, tu dis que, il faut réussir à dissocier mettons, le gars qui a écrit l'œuvre de l'œuvre. Mais qu'est-ce que tu penses de lui, monsieur George R. Martin? Y a-tu un scandale sur lui dernièrement? Ben non, c'est parce que Jean-Luc adore Game of Thrones. Il a peut-être moins aimé la fin de la 8e saison, mais puis qu'attends, est-ce que tu entends le 6e livre? En fait, c'est tout simple ce que je pense de Game of Thrones. C'est une œuvre vraiment, vraiment cool. C'est super bien écrit. La série télé est tout aussi cool. La série télé a commencé à chuter quand il n'y avait plus le matériel écrit pour venir backer les épisodes. George Martin, je pense qu'il aime ça, Game of Thrones, autant que tout le monde qui l'ont lu et qui l'ont écouté. Mais en même temps, je pense que ce gars-là a été rattrapé par son œuvre. Il a écrit bien des affaires, George Martin, puis je te prêterai des trucs de science-fiction qu'il a écrit là, 40 ans, là, quand lui, il était relevant puis il tripait, puis c'était ça qu'il voulait faire, puis c'est vraiment bon. Puis Game of Thrones aussi, mais je veux dire, tu sais, Game of Thrones, là, il était rendu vieux quand il a commencé ça, puis là, il s'est ramassé comme obligé à terminer une série de fiction que pour lui, là, c'était pas son... on y a comme mis ça à la tête, là, c'est ton projet de vie. C'était pas nécessairement ton projet de vie. Puis lui, il a passé d'un auteur de science-fiction qui gagnait bien sa vie à une super rockstar à genre 70 ans. Mais j'ai une question pour vous autres, les boys, là. Puis c'est intéressant, là. Quelle est l'œuvre que vous adorez du créateur que vous haïssez le plus? Tu sais, je vous ai livré le mien tantôt, là.
Moi, j'adore Star Wars et je déteste George Lucas. Je me considère comme avoir été violé par ce gars-là, là, on s'entend. Là. Je déteste ce gars-là. J'ai lu sa biographie pour l'haïr encore plus. Là. Mais je suis pas capable d'haïr Star Wars. Je n'haïrai jamais Star Wars. Si je vous demandais, y a-t-il un exemple, vous autres, de ça? D'une œuvre que vous adorez, que c'est votre œuvre préférée, mais quel enculé ou quel... Tu sais, ça pourrait être une femme aussi, là, peu importe, là. Puis vous dites, ah non, ça, c'était des enculés. Je peux pas croire que j'aime l'œuvre, mais c'est comme ça. J'en ai qu'en nommé 2 bons tantôt. Je pense que Woody Allen puis Polanski. Moi, Woody Allen, c'est quand j'ai découvert ça, j'étais quand même jeune. Puis je pense qu'à l'âge de, mettons, 24 ans, je me tapais son film par année, là. Mm-hmm. Puis à chaque fois, je découvrais une nouvelle. Puis on s'entend que Woody Allen, puis lui-même, il dit, c'est quantité versus qualité. Fait que, des fois, tu vas avoir 4 films qui sont principalement le même film avec des tweaks, mais je trouve son écriture, je trouve sa réalisation, je trouve tout le temps que c'est incroyable. Puis que c'est tellement différent. Puis moi, s'il y a une affaire que j'aime d'un créateur, c'est quand il y a une voix unique. Là, Woody Allen, tu tapes genre 4 secondes d'un film, là, puis tu le sais que c'est lui. C'est un Woody Allen. Exact. Mais juste avant, puis je veux vraiment que Alan puis Jean-Nic répondent à la question, mais pour en revenir à Game of Thrones, parce que j'ai vraiment flashé sur quoi, ça m'a fait penser à Scott Pilgrim, ce que Brian Lee O'Malley a vécu. Lui, quand il a fini le premier volume, le deuxième était on the way, puis il s'est fait signer un film par Edgar Wright, qui était à l'époque, puis qui est un extrêmement bon réalisateur, mais même à l'époque, il avait fait ses preuves avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis tout ça. Puis là, il se ramasse à, finalement, son œuvre, elle y appartient plus. Puis la finale, elle s'est écrite en parallèle de sa BD à lui et le film. Puis je pense que George Martin, c'est ça qu'il est en train de vivre, c'est que là, il est pogné avec l'espèce de conflit de, bon, ben, la série télé a fait dans les grosses lignes ce que je voulais faire, mais c'est pas de même que je veux écrire. Mais quelle tragédie, quel drame en tant que créateur de faire que tu te fais voler ton bébé, puis là, il y a le spotlight à la TV, mais tu ne l'as pas encore mis au monde. Là, tu ne l'as pas fini. Un bébé détesté avant de naître. Quand George Martin parle, parce que c'est arrivé beaucoup dans le passé qu'il voulait adapter son œuvre, puis il a toujours dit non. Puis quand il a dit oui, puis ça a été documenté, il explique en entrevue, quand Benoît et Weiss sont arrivés, ils ont dit, ben, nous autres, on pense que ça doit aller là, on doit faire ça, puis ça va se régler comme ça. Il a comme fait, oui, vous avez compris c'est quoi les lignes. C'est exactement ce que dit Jake. Il s'est ramassé piégé. Il savait que Jon Snow, mettons, devait revenir à la vie éventuellement, mais lui, il ne voulait pas le faire revenir comme ça. C'était pas supposé avoir les impacts que ça a. Il savait comment ça allait finir avec les grandes lignes, mais du moment que le matériel était plus écrit, ils ont pris des raccourcis. Ils ont fait des histoires qui n'ont pas de fonction. Ces deux gars-là, ils ont beaucoup trop de hate pour rien. Ces deux gars-là, ils ont essayé de faire un show TV badass avec leur connaissance, puis avec le budget qu'ils avaient. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le plus gros que tu as un budget, le moins tu as de liberté. Oui. Fait imagine le conseil qu'il y avait pour chaque petite décision que là, tu fais un compromis là, tu fais un compromis là. Mais là, Arya, on l'aime. On veut la placer là. Puis là, OK, ben là, Arya avait pas rapport, mais là, finalement, l'acteur, il y a un contrat de telle affaire. Puis là, fait faut arrêter d'envoyer du hate envers ces deux gars-là. Ces deux gars-là voulaient juste faire un show badass. Puis pour vrai, pour des gens qui n'ont jamais lu les romans qui se sont tapés Game of Thrones one shot, eux autres, ils ont trippé à la fin parce qu'ils sont pas au courant de tout le build-up. Ils voient que ça switch de ton un peu, mais c'est comme des films, le troisième acte, des fois, ça switch de ton, puis ils font comme, bon, c'est devenu du heroic fantasy, puis c'est bien correct. Alan, si j'y allais avec ton exemple? Moi, je vais tomber, justement, ça va tomber en parallèle avec les gros budgets. Je vais y aller dans le beaucoup plus simpliste. Quand j'étais à la fin de mon adolescence, Michael Bay avait la cote. Qu'on prenne les premiers Bad Boys, qu'on prenne Armageddon. Il était au début de sa carrière, ses plans de caméra, sa façon qu'il tournait, ça fonctionnait bien. Et ses séquences d'action, il était dans le technique. Si on prend Bad Boys 2,
quand il est je pense qu'il est en Colombie, puis qu'il va avec son plan C avec le Humvee, il descend une colline, puis il détruit un village au grand complet. Il n'y a pas de CGI là-dedans. Le gars avait des visions de grandeur, il y avait des plans de caméra qui fonctionnaient. OK, pour ses humains et ses dialogues, c'était de la shit pareil, mais au niveau de l'action, il était crissement dedans. À un moment donné, on a fait, man, on a 250 millions, tu fais des transformeurs, tout est en CGI. Il a viré fou et son côté perfectionniste a sorti. Et quel trou de cul qu'il est devenu. Mais t'aimes encore son œuvre. Plus après Transformers 3. Mais tout ce qui était avant, Il en a donné, Il y en a, il t'as en fait a deux. donné 3. T'es fucking généreux, man. Tu en as donné 3 quand même. Jean-Nic, j'ai fait de ma part. Jean-Nic, l'œuvre que t'aimes, mais que pas capable du créateur. Jake Dion. L'œuvre est très bonne. Le gars, quel enculé. Non. Le gars, il est insupportable. Insupportable. Non, ben en fait, Tu sais, qu'est-ce Je qui va pense que arriver je peux à dire- cause de ça, là, Jean-Nic? C'est que là, quand la COVID va finir, m'a descendre, esti, allez vous voir, puis tu vas être obligé de prendre 4 shooters dans ma face là, à cause de ça. Là. ah oui, puis je vais refaire jouer les premières minutes où je te lancerai des fleurs. Hey, les boys, écoute, 1h38 ou presque de fait. Écoute, je suis obligé de mettre fin à ça. Je vais être le méchant. Oui. Je vais être le méchant d'être obligé de mettre fin à cette superbe conversation. Mais on se promet quelque chose, c'est qu'on refait ça. On n'attend pas que tu republies quelque chose. Là. Ah, moi, pour vrai, les gars, là, vous pouvez m'inviter n'importe quand, même si c'est juste pour parler d'un autre BD ou whatever. J'adore ça, jaser avec vous autres, puis je vous aime bien gros, puis... Es-tu ça, déjà fait venu que- au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben oui, hey, je suis allé souvent. Ben, en fait, moi, c'est... j'ai une relation particulière, surtout avec Robert Val. Ah, Fait que ouais? je sais que c'est- Parce qu'il y a une prison à Robertval, c'est ça le problème. Ben, c'est ça. Fait que je suis resté là 2 ans. Non, mais je n'étais pas en prison, mais j'ai eu une ex-copine qui habitait là, puis je me suis fait plein de chums là, puis j'ai vécu le souper dans les rues, puis la traversée du lac, puis tout ça. Puis pour moi, c'était... comment je pourrais dire? Tu sais, moi, je viens de la campagne. Mhm. J'ai déménagé à Lévis, puis ensuite à Montréal. Mais au lac, ce que j'ai le plus apprécié dans l'environnement que j'ai rencontré à Roberval, Mhm. c'était le monde puis la culture qu'il y avait là. Tu sais, j'ai été aussi au festival de... asti, comment ça s'appelle? C'est d'une grange, là, mais c'est comme un gros festival de musique. Puis... Ben, je pense que c'est pas mal ça. La Grange, c'est ça comme ça que ça s'appelle? Ouais, je pense que c'est ça le pire. Ça En tout cas, s'appelle c'est pas un- la grange, mais c'est un Mais enfant de je sais de quoi tu parles. À Saint-Prix. À Saint-Prime, exact. Ouais, exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des discussions jusqu'à 2 h du matin avec du monde fucking passionnant, là. Fait que, ouais, moi, je suis Ben écoute, all-in. c'est une Mais invitation vous êtes officielle. dans quelle ville? Nous autres, on est à Saguenay, la ville de Saguenay. Chicoutimi. Parce que je sais qu'il y a comme une semi-rivalité, là, aussi. On est là. plus à Chicoutimi, mais on aime les gens de Jonquière, les gens de la baie, pas de problème chez nos auditeurs, on sait qu'on Il en y a avec a. le monde de Chicoutimi Nord qu'on a plus de misère avec eux autres. Hey, toi, sacrément. Mais écoute, c'est une invitation formelle. À un moment donné, quand tu descendras dans la Ça région, me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. on n'est jamais si Attends, loin que ça. excuse-moi. T'as dit Jonquière? Non, Chicoutimi. OK, puis Jonquière, c'est-tu proche? Ben, c'est à côté. C'est même C'est pas la 5 ville minutes. rivale qu'on déteste. Ah, ben c'est ça. C'est que moi, je me suis fait inviter à un salon du livre de Jonquière, puis c'est... Au Delta. en fait, Au Delta, ouais. Ouais. oui, c'était horrible. Là. C'était horrible. Puis là, Écoute, on là, s'excuse. j'ai un... Puis là, tu peux l'éditer out, ça, là, mais j'ai un chum, puis là, ça me fait chier. J'ai un blanc, puis c'est un gars que j'aime full en plus. Le gars de Fun Jouer Jeu, là, avec Joël Martel. C'est- puis, Sébastien Bouchard? Sébastien Bouchard, et tabarnak. Ben, Chris, il a su que j'étais au Salon du Livre, puis il a fait « M'en viens te chercher ». Puis il est venu me chercher.
On est allé d'un bar, il y avait une soirée d'impro, on a viré une brosse ensemble, puis il est venu me reporter à l'hôtel. Wow! Fait que, non, c'est ça. Là, C'est un auditeur, Sébastien, on le salue, là, je sais qu'il nous écoute. Ben oui, c'est ça. Je m'excuse, Seb, j'ai comme eu un blanc, mais c'est à cause de l'alcool. Ben écoute, on va réunir tout ce monde-là, mais que tu redescendes. Là. On va se faire de quoi, là. Tellement ça, les gars. Les gars, pour vrai, je vous dois une bière, un shot, ce que vous voulez. Je peux vous signer les boules, ça me tente. Écoute, pas de problème, on se fait de quoi, c'est sûr. Yes. Écoute, Jake, je te laisse aller. Merci beaucoup. Tu as été extrêmement généreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a vraiment été merci sympathique. À vous autres, les gars. Puis félicitations encore une fois pour la bande dessinée. Puis ça sort le 11 novembre. Puis je t'assure que tous les auditeurs des Injustes vont avoir leur copie. Sinon, ils n'ont plus le droit de nous écouter. C'est officiel. C'est fini. Merci, les gars. Puis on en refait ça bientôt. C'est bon. Salut, Jake. À bientôt. Salut. Bye. Bye. OK, do. Fait que bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Là, c'est ça. Je me demandais si on